comme vous le savez ou que vous l'aviez peut-être déjà entendu, je suis supposé être un genre d'ingénieur mental dans la tête de plein de gens parce que du coup, moi, genre, ce que j'ai fait dans ma vie en termes de diplôme, c'est vrai que j'ai fait des études d'ingénieur, tu vois. Et effectivement, j'ai effectivement un diplôme d'ingénieur. Donc du coup, beaucoup de gens, je sais pas trop pourquoi, viennent me voir en me demandant mon avis sur Jean-Claude Jancovici. Et alors, pour le coup, c'est pas un mec que je connais si bien que ça, étant donné que je m'en branle un peu, en fait. Genre, je l'ai pas entendu dire beaucoup de choses, mais je l'ai entendu dire beaucoup de conneries. Donc, généralement, quand c'est ça, c'est pas des gens où je vais m'intéresser en profondeur à leur travail, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Alors, moi, ce que j'ai vu sur Jancovici, au-delà de ses takes sur le nucléaire, c'est avant tout parce que c'est le mec qui a inventé l'empreinte carbone, qui est un truc que je critique quand même assez souvent. Et c'est aussi en gros un ref qui a une espèce de théorie dans sa tête où il explique tout de A à Z par l'énergie. C'est-à-dire que tu voyais, nous, marxistes, on a tendance à expliquer les civilisations, le développement de l'humanité au travers de ce qu'on va appeler la lutte des classes, ou plus ou moins, disons, l'organisation collective liée à comment est-ce qu'on fait de la production. Vous ne vous inquiétez pas, je vais expliquer c'est quoi l'empreinte carbone s'il le fait pas lui-même. Je pense qu'il doit le faire lui-même quand même au bout d'un moment. Bref, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, voilà, bref, Jean-Marc Jancovici, c'est vraiment ce physicien qui, en fait, a étudié la thermodynamique et qui se dit « Mais ça peut s'appliquer à tout, en fait !» Alors, moi, je trouve ça très sympa, hein, la thermodynamique. Honnêtement, c'est sûrement une de mes sciences préférées. Hein. Enfin, genre, petit rappel des 3 lois de la thermodynamique. Allez, tout le monde, petit rappel des 3 lois de la thermodynamique pour se faire kiffer un peu. Voilà, je sais que je suis la seule à vraiment kiffer, mais je m'en bats les couilles. Allez, les 3 lois de la thermodynamique, c'est parti. Hop, 3e principe. Non, moi, je veux la liste des 3 principes. Parce que je me rappelle bien du premier, j'ai un doute sur le 2e, et je me souviens bien du 3e. Alors... Oui, c'est ça. Donc, en gros, le ref, je vous explique quand même un petit peu c'est quoi la théorie qu'il y a derrière sa tête, hein, parce que sinon vous allez probablement rien comprendre. La thermodynamique, c'est l'étude, on va dire, de l'énergie. Enfin, c'est en gros, concrètement, c'est cette espèce de théorie qui a été faite, on va dire, pendant si je dis pas de bêtises, pendant le 19e, où en gros, on a commencé à étudier des histoires à partir de l'énergie. Alors, l'énergie, il faut comprendre que c'est un concept très abstrait. Ça a l'air assez évident pour tout le monde parce que vous avez tous regardé Dragon Ball, et que du coup, un Kamehameha, c'est un gros rayon d'énergie. Alors qu'en fait, l'énergie dans la science physique, c'est quand même... c'est plus compliqué que ça. Genre, si par exemple, déjà, je devais vous donner c'est quoi exactement, ça veut dire quoi l'énergie? Genre, par exemple, si je vous dis une joule, genre les joules, c'est ce qui sert à mesurer l'énergie, ça peut vous paraître, là, comme ça, être assez évident. Genre, voilà, un truc qui fait 15 joules. En fait, les joules, c'est des kilomètres fois des mètres carrés divisé par des secondes au carré. Donc c'est vraiment très abstrait, tout le monde. C'est vraiment très très abstrait. Explication de l'énergie. L'énergie, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que par exemple, les trucs d'énergie de base qu'on vous apprend à l'école, normalement, c'est par exemple l'énergie potentielle de pesanteur. Voilà, concrètement, genre ça c'est un briquet. Si je le mets là, le briquet, il a une certaine énergie potentielle de pesanteur parce qu'en fait, il détient en son sein une énergie qu'on pourrait libérer. Comment libérer l'énergie potentielle de pesanteur? En faisant tomber les objets. Concrètement, c'est ça. En gros, il a de l'énergie quand il est là, et ensuite, il en perd en tombant, du coup, il perd de l'énergie. Et si je fais remonter le briquet, il regagne de l'énergie. Et si je le fais retomber, il en perd. Si jamais je le fais aller vite, il gagne ce qu'on appelle de l'énergie cinétique. Et il y en a une tonne des comme ça. Il y a une tonne d'énergie, de façon de voir la différence avec les énergies. Ça prend vraiment... des plombes à tout comprendre les histoires autour de l'énergie. Je vais pas vous casser les couilles plus longtemps avec ça. Ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui d'abord, dans un premier temps, j'en profite pour parler de mes lois de la physique que j'apprécie beaucoup, de la thermodynamique. Alors c'est quoi les lois de la thermodynamique, tout le monde? C'est simple. Le premier principe de la thermodynamique, c'est le principe de conservation de l'énergie dont vous avez déjà probablement entendu parler. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Si vous prenez un système ça peut être n'importe quoi, concrètement, son énergie va rester la même tout au long de sa vie. Simplement, il va y avoir des transformations d'énergie au sein de ce système. Concrètement, c'est comme ça que ça marche. Deuxième loi de la thermodynamique, c'est le principe d'évolution et de création d'entropie. Alors, l'entropie, c'est comme l'énergie, sauf que ça concerne le bordel. Ça sert à mesurer le bordel. Système fermé. Ça mesure le bordel, pour le coup. En gros, c'est vraiment le désordre. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais concrètement, c'est très concret. Genre, on vous a déjà parlé des 3 états de la matière.
Par exemple, enfin, bon, il y en a plus que 3 en vérité. Le glaçon, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux, bah, en fait, c'est des états de bordel différents, ça. Genre, un glaçon, c'est des molécules bien organisées, bien rangées entre elles, donc c'est pas très entropique. De l'eau, c'est des molécules d'eau qui se glissent les unes sur les autres, donc c'est déjà plus d'entropie. Et un gaz, c'est des molécules qui volent dans tous les sens, donc c'est beaucoup d'entropie. Et concrètement, l'idée qu'il y a derrière le principe d'évolution de l'entropie, c'est que l'entropie ne peut que augmenter. C'est-à-dire que, et moi c'est un truc que j'adore dans l'entropie, c'est le fait que l'entropie ne peut que augmenter. C'est-à-dire qu'en gros, le bordel global dans l'univers ne peut que augmenter. Autant l'énergie se conserve, donc l'énergie c'est tout le temps la même, ça reste la même chose. Autant l'entropie c'est un machin qui va faire que monter jusqu'à un moment donné où ça pourra plus aller plus au-dessus, quoi. Genre, voilà, c'est ça, c'est un peu comme la France insoumise, l'entropie. Bref. Ensuite, il y a le troisième principe de la thermodynamique qui, en gros, l'entropie est un cristal parfait nul à température de 0 Kelvin. On va pas expliquer ça, d'accord? Ça vous va? On n'explique pas cette loi de la thermodynamique? C'est pas ça l'explication du passage du temps. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que si vraiment on prend le temps en tant que tel, c'est pas tant lié à la thermodynamique. Genre, parce que le temps et l'espace, c'est plutôt, on va taper dans les histoires de relativité générale, de relativité restreinte et tout. Non, l'entropie, c'est pas que par rapport au temps. Genre, c'est vraiment un truc qui mesure du bordel. Genre, exemple très simple pour vous expliquer pourquoi est-ce que l'entropie ne peut que augmenter. Exemple méga simple que tout le monde va comprendre. Imaginez que je prends... Attendez, voilà, j'ai fait même un exemple spécial pour archi-crasseuse pour être sûr qu'elle comprenne bien. Et non, non, j'allais faire une vanne super méchante. J'allais dire, si Archie comprend, normalement tout le monde peut comprendre, mais c'est super méchant, du coup je vais pas la faire. Imaginez un gros pavé de plexiglas, genre un aquarium. Voilà, imaginez un aquarium, gros aquarium. Au milieu de cet aquarium, il y a une membrane, d'accord? Dans la moitié de cet aquarium, on met de l'eau claire. Et dans l'autre moitié de cet aquarium, on met du pipi, d'accord? Aquarium coupé en deux, il y a un machin au milieu, eau et pipi, d'accord? Si jamais j'enlève la membrane, l'eau et le pipi vont se mélanger, d'accord? Et à la fin, ça fait une espèce de pipi clair. Et bah, si jamais je remets la membrane, on ne peut pas reséparer l'eau et le pipi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient très chiant, ça devient très compliqué. Une fois qu'ils ont été mélangés, c'est un peu dead, quoi. Genre, on peut pas vraiment revenir en arrière. Voilà, explication de l'entropie par le pipi, exactement. Oui, c'est vraiment une des démonstrations qu'on apprend en cours avec plus de pipi. Bref, c'est ça l'entropie, c'est le fait que ça ne fait qu'augmenter en bordel. Et donc moi, ça, c'est des théories que j'aime énormément. Hein. Je vais pas vous mentir, genre pour avoir fait des études de sciences physiques et tout, les 3 principes de la thermodynamique, c'est parmi les trucs les plus beaux qu'on a en sciences. Genre, c'est magnifique. Par contre, je vais pas expliquer la société hein, avec ça. Je vais pas expliquer comment est-ce que l'être humain s'est développé au fur et à mesure des siècles avec ça en fait, parce que genre justement moi je suis une scientifique qui se veut un peu sérieuse, donc en fait je vais pas utiliser les sciences physiques pour expliquer les sciences humaines, c'est complètement con. Et en gros c'est un peu ça moi que je reproche à Jean Covici, c'est que c'est vraiment un mec, il a son prisme ingénieur, du coup il explique tout par rapport à l'ingénieur, pour lui l'humanité c'est juste une transformation thermodynamique, et concrètement, il n'y a pas de lutte des classes, c'est juste en fait l'être humain qui a besoin de plus d'énergie. En fait, tout ça, c'est que de l'énergie. Voilà, concrètement, c'est que ça dans sa tête. Donc c'est un peu catastrophique en termes d'analyse politique, hein, je vais pas vous mentir, on est quand même pas sur quelque chose qui vole très très haut. Et je vais arrêter de faire mon monologue d'introduction parce que ça va faire déjà 8 minutes que la capsule a commencé, et on a 2 heures de React devant nous. Donc c'est parti pour parler de Jean-Marc Jancovici. Vous allez voir que ce qui est surprenant avec ce mec, c'est que de temps en temps, il arrive quand même à être basé sur l'écologie. Notre invitation. Le format interview est un peu particulier sur cette chaîne, du coup je vous demanderai d'être indulgent avec moi. C'est un productiviste fou? Non, pas vraiment, mais c'est pas un décroissant. Et beaucoup moins avec Jean-Marc qui est passé maître dans la maîtrise du sujet. Jean-Marc, je te présente brièvement pour les autres. Voilà, donc alors, il a exactement et très précisément le physique d'un ingénieur. Ça, c'est très réel par contre. Physique de ses idées, hein, tout le monde. Auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Donc, tu es ingénieur, polytechnicien, tu as inventé le bilan carbone, tu es membre du Haut Conseil. Alors, le bilan carbone, qu'est-ce que c'est? Le bilan carbone, en gros, c'est une mesure de votre équivalent carbone si on mesurait tout à travers juste le carbone. Concrètement, c'est une façon de parler de l'effet de serre et du réchauffement climatique, où en gros, on va mesurer tout ce que vous faites, tout ce que vous produisez à travers cette empreinte carbone. Donc ça ne concerne pas que et uniquement en fait la production de CO2 et la production de carbone qui finit dans l'atmosphère, mais ça va synthétiser plus de données que ça, parce que il y a plein d'autres gaz qui s'échappent, qui sont des gaz à effet de serre. Il y a plein d'autres trucs qui en fait vont augmenter l'effet de serre. Et du coup, lui, il a fait une espèce
de mesures pour qu'on cale tout sur le carbone. Concrètement, ça permet de faire en gros une mesure dans le carbone. Et alors moi, la grosse critique que j'ai à en faire de cette empreinte carbone, c'est que à l'aide, déjà, il n'y a pas que ça comme problème dans l'écologie. Genre vraiment, tu peux pas résoudre l'effet de serre si tu résous pas la pollution des sols, si tu résous pas la pollution de l'océan, si tu résous pas tout le reste en fait. Genre c'est un peu un PB déjà d'avoir uniquement le prisme carbone. Surtout que en fait l'empreinte carbone ça a pas mal été récupéré par les entreprises. Oui, c'est hyper culpabilisant au passage, mais ça a surtout pas mal été récupéré par des entreprises qui se sont dit bah c'est simple en fait, il suffit qu'on arrive à avoir une empreinte carbone qui est neutre en faisant des trucs, des effets de compensation et du coup paf c'est bon en fait on peut continuer à faire de l'économie, à exploiter, à détruire la planète à condition qu'on replante des arbres. Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. En vérité, tu peux pas compenser ton impact écologique purement en faisant un truc qui inverse l'empreinte carbone, c'est vraiment débile. Et surtout que ça a fini par vraiment servir d'excuse pour des capitalistes pour dire hop, nous c'est bon, notre entreprise elle est chill, c'est ok, tout en continuant à provoquer des marées noires, genre tous les 5 ans quoi. Mais c'est une synthèse qui permet au Quidam de comprendre que l'avion coûte cher. Je prends. Bah non, mais en fait tu peux l'expliquer autrement. Enfin, je suis désolé, désolé, mais l'empreinte carbone c'est. Moi je pense que c'est un peu du gaslight. Mais bref. Pour le climat, tu as créé l'association The Shift Project qui a eu la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Tu as aussi monté un cabinet de conseil qui vend des bilans carbone aux entreprises. À l'aide! À l'aide! Voilà. Mon énorme problème avec ce mec. Les gens, que vous le vouliez ou non, c'est ce qu'on appelle du capitalisme vert, hein, ça. Je suis désolé, hein, mais quand tu fais une boîte qui fait du conseil pour des entreprises par rapport à ton propre concept que tu as inventé pour faire des trucs c'est du capitalisme vert. Genre, désolé, j'ai pas d'autre façon de le dire. Et si vous savez pas c'est quoi le capitalisme vert, concrètement, c'est l'idée de dire qu'on pourrait accorder en fait la lutte écolo avec le capitalisme, ce qui n'est pas le cas en fait. Actuellement, il faut qu'on prenne la possession des moyens de production si jamais on veut pouvoir espérer niquer ce système en fait qui détruit la planète hein, au bout d'un moment. Genre, c'est pas. Enfin, il y a d'autres façons de s'organiser et comment dire, si c'est des gens qui possèdent, les propriétaires, qui possèdent les choses qui polluent, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui en fait, hein, c'est les propriétaires des entreprises qui polluent, tu vois. Ils ont toujours le pouvoir en fait. T'auras beau essayer d'aménager autant que tu veux, ils vont toujours chercher à maximiser leur profit parce que c'est le concept. Et en fait, ils vont toujours chercher à contourner ce genre de règles. Et t'auras beau essayer, ça servira à rien. Et surtout, il sera trop tard en fait, au bout d'un moment. Et à côté de tout ça, tu es vulgarisateur infatigable sur les questions donc, de transition énergétique et du réchauffement climatique. Mais paradoxalement, c'est un des seuls gars exposés qui dit les termes. Non, mais attends, stop en fait. Genre, c'est bon, Europe Écologie Les Verts, ils sont surexposés et ils parlent de l'écologie n'importe comment. Lui, il arrive à se donner un air un peu plus scientifique, mais c'est toujours n'importe quoi par contre. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet. Genre, c'est pas parce que. Genre, au contraire, ça devrait être red flag. Genre, ça devrait être super red flag que le mec soit invité partout, que le gars il soit sur France Inter, qu'il se fasse sucer par des gens, tu vois. J'aimerais qu'on parle de l'état du monde aujourd'hui et des conséquences assez folles que le réchauffement climatique a déjà et va avoir sur nos vies. Cette année, et pour la première fois, la température moyenne du globe a dépassé les 1,5 degrés au-dessus des moyennes. Bon, on va accélérer la parole par contre. Et là, on est clairement parti pour atteindre les plus 2 d'ici à 2050. Pour illustrer à quel point un monde à plus 2 a des conséquences assez fâcheuses, tu prends... Pour le coup, la transition énergétique, c'est basé, pour preuve, j'ai transitionné, maintenant je suis tellement hot. Merci Archie. Souvent l'exemple des écosystèmes qui régnaient en Europe lors de la dernière période glaciaire. Tu peux nous en parler un peu? Déjà, pourquoi est-ce qu'on est parti pour atteindre 2 et pourquoi est-ce que les 1,5 on ne pourra pas les mettre derrière nous? Tout simplement à cause de l'inertie du surplus de CO2 une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère. Alors petit rappel de chimie, le CO2 est un oxyde, dit oxyde de carbone, et les oxydes sur Terre sont des molécules généralement très stables. Un exemple Alors je préviens, ça va être comme ça tout du long. Le mec il adore montrer qu'il s'y connaît très fort. que je prends souvent, c'est un truc que j'adore utiliser cet exemple, c'est l'oxyde de dihydrogène. Quand on dit ça, en fait c'est long. Voilà, alors ça typiquement vanne d'ingénieur absolument insupportable. Je déteste ce genre de à l'aide, vraiment à l'aide. C'est une molécule remarquablement stable, c'est un oxyde. C'est de l'oxyde de dihydrogène. C'est présent sur Terre sous forme d'eau depuis 4 milliards d'années. Donc le CO2 une fois dans l'air, Un mec de l'X, oui. en fait il est stable et il ne peut être épuré de l'atmosphère qu'en revenant au contact. Ah, c'est vraiment une façon pour montrer aux gens genre, je m'y connais mieux que toi en fait. Moi j'ai des mots compliqués pour parler de l'eau. Et ouais. Ok, tu veux qu'on parle de transitude? Du sol, enfin ou de la surface plus exactement, où il peut être soit dissous dans l'océan, c'est un équilibrage de pression partielle, soit repris par la photosynthèse, mais pour ça il y a besoin d'un apport externe d'énergie, parce que la photosynthèse, il y a photons, il faut de l'énergie extérieure, sinon ça se passe. Et donc, Voilà, je connais tout ça et pourtant je comprends déjà plus rien, c'est insupportable. une fois qu'on a rajouté du CO2 dans l'atmosphère, le surplus de CO2 a un temps de résidence, un temps d'amortissement qui est extrêmement long. Il faut garder en mémoire que si demain matin on arrêtait les émissions, le surplus de CO2 qu'on a déjà créé dans l'atmosphère mettrait plus de 10 000 ans à se résorber. Donc, ce qui veut dire qu'aux échelles de temps qui nous intéressent, n'importe quand entre la décennie et le siècle, pour limiter le réchauffement à une valeur donnée, le seul truc à faire, c'est de ne pas rajouter trop de CO2 dans l'atmosphère. Faut pas que les... Bon, alors, ce qui veut dire concrètement, c'est qu'une fois qu'on a mis du CO2 dans l'atmosphère, c'est pas facile de l'enlever. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé du pipi tout à l'heure?
Et ben c'est pour ce moment précisément. En gros, concrètement, le CO2 c'est comme le pipi dans l'eau quoi. Une fois qu'il est dans l'air, c'est difficile de l'enlever. Émissions cumulées dans l'atmosphère soit trop importante et que ce CO2 soit émis l'année prochaine ou dans 15 ans, ça n'a pas beaucoup d'importance. Avec le CO2 Je ferai une tellement meilleure prof de physique que ce mec. qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, on a déjà aujourd'hui, en moyenne lycée sur 10 ans, Son vidéo est un peu bas, effectivement. 1,3 degrés de réchauffement en plus. Mais si on regarde les 12 derniers mois, on a carrément tapé les 1,5. Et à cause de l'inertie que j'évoquais tout à l'heure, il suffit à partir de maintenant qu'on émette juste un tout petit quelque chose chaque année dans l'atmosphère, et les 1,5 on va y rester. Donc les 1,5 on les a déjà dépassés. Et pour ne pas dépasser les 2 degrés, il faudrait que les émissions planétaires baissent de 5% par an à partir de demain matin. De telle sorte que l'intégrale, si je peux utiliser ce terme ici, le cumul des émissions à partir de maintenant jusqu'au moment où on s'arrête, eh bien n'excède pas ce qui fait que l'atmosphère gardera un effet de serre supplémentaire suffisamment faible pour que le réchauffement n'excède pas 2 degrés. Et comme je le disais, comme on ne peut pas épurer l'atmosphère de son CO2, Voilà, en gros, il explique ce que je viens d'expliquer en plus long, chiant. de son surplus de CO2, une fois que le surplus est créé, enfin on ne peut pas l'épurer rapidement, eh bien la quantité totale de CO2 qu'on peut encore rajouter avant d'atteindre 2 degrés correspond à une diminution de 5% par an à partir de maintenant. Et 5% par an, c'est 5% sur une année, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid. Voilà, donc il faudrait un Covid de plus chaque année. Voilà. From discussion tranquille, tout écofascisme. Après le Covid, le trafic aérien ne revienne pas à sa valeur En fait, ce qu'il faudrait, c'est un Thanos, non? Et il y a des gens bien qui y pensaient, hein, depuis même avant Marvel. initiale, simplement on rajoute une couche par-dessus. Il faudrait que le trafic routier ne revienne pas à sa valeur initiale et qu'on rajoute une couche par-dessus, etc. Donc il faut tout ça pendant 35 ans. Et ça pendant quelques décennies. Et une autre alternative, c'est de détruire chaque année l'appareil industriel d'un gros pays, puisque quand en 1945 on a détruit l'appareil industriel Ça vous dit on commence par les pays colonisés? de l'Allemagne et du Japon, les émissions planétaires Je vais mourir. ont aussi perdu 5% cette année-là. Donc on a une petite idée de ce que ça représente de baisser de 5% par an, et on se rend bien compte qu'on est aujourd'hui encore, même quand on parle de transition, à des années-lumière d'aller à ce rythme-là, globalement sur la planète. Donc c'est ce qui fait dire à un certain nombre de gens que sauf chute de météorites, guerre thermonucléaire, pandémie, effondrement économique, qu'est-ce que je sais, les moins 5% par an, on a peu de chance d'y arriver, et donc les deux... En vrai, je me moque, mais c'est pas vraiment sa take. Hein. Par contre, là, c'est vrai que quand il dit ça, il parle de tous les écofascistes. Parce que moi, j'ai cette impression quand même que t'as beaucoup de gens qui, face au désespoir écolo, finissent par tomber dans une espèce de pensée débile à base de l'être humain est un parasite pour cette planète et il vaudrait mieux qu'il disparaisse. On ne s'en sortira jamais tant qu'il n'y a pas un effondrement global. Et en fait, tout le temps, planifier l'apocalypse, c'est vraiment la pente vers l'écofascisme. Genre, je vous jure que c'est vrai, on a déjà expliqué ça en long, en large et en travers. Je vous renvoie vers mon best-of où on parlait déjà de l'article de Lizzie, ma camarade et sœur, qui a écrit un truc sur l'écofascisme. Ça doit être trouvable sur la chaîne de VOD. Voilà, c'est un énorme challenge. Alors l'exemple que j'utilise souvent pour faire comprendre à quel point, il y en a deux que j'utilise, hein. Il y en a un premier qui... C'est marrant parce qu'il comprend quand même que c'est lié à l'industrie, mais par contre il voit pas la solution politique qui est liée aux gens qui possèdent les industries. Pas celui que tu as cité, mais je vais le mentionner quand même, et puis je vais revenir à la comparaison avec l'air glaciaire. Le premier exemple que j'utilise souvent, c'est notre propre corps. Alors pourquoi j'utilise souvent notre propre corps? Parce que le système climatique est un système physique complexe, asservi et non linéaire. Ça, je suis de ta gueule. Tu peux développer un peu? C'est compliqué, il y a plein de compartiments qui jouent dans le système climatique, il y a plein d'éléments de forçage qui peuvent jouer, le soleil peut être plus ou moins puissant, l'atmosphère peut être plus ou moins chargée en CO2, l'océan peut être plus ou moins salin, etc. Genre, je vous jure, quand on comprend tout ce qu'il dit, pour tous ceux qui comprennent pas tout ce qu'ils se disent, c'est de la branlette. Genre, c'est vraiment de la branlette. C'est juste un moyen de dire des trucs simples de façon extrêmement compliquée. Genre. Peuvent se déformer au fil du temps, enfin bon, c'est un système complexe. Il est asservi, parce qu'il y a tout un tas de mécanismes homéostatiques qui se répondent les uns les autres. Genre, on lui demande une explication claire, il peut pas s'empêcher de dire homéostatique, tout le monde. Du reste, il y a un très bon livre qui s'appelle L'hypothèse Gaïa de Lovelock, qui décrit très bien ça. Donc le sous-titre, c'est La Terre est un être vivant, et en fait, on explique que la Terre est régulée par des tas de phénomènes homéostatiques, exactement comme un être vivant. Où notre température est régulée à 37 degrés, le taux de tout un tas d'hormones, d'éléments minéraux, etc., dans notre sang est régulé aussi. Enfin, tout ça se régule. Et bien sur Terre, il y a tout un tas de trucs qui se régulent aussi. Et ces phénomènes homéostatiques sont des phénomènes asservis, par définition. Donc on en a plein dans le climat. Et enfin, il est non linéaire. Attendez, on va revenir sur sa tech. Il peut être plus ou moins puissant. Tu peux développer un peu? Le climatique est un système physique complexe, asservi et non linéaire. Ok, alors quand il dit que c'est un système, attendez, qui répète ces termes. Alors pourquoi j'utilise souvent notre propre corps? Parce que le système climatique est un système physique complexe, asservi et non linéaire. Ok, complexe, physique, asservi et non linéaire. Alors, le complexe physique ne veut rien dire. C'est de la pure, c'est de la pure ornementation de physiciens de cons, quoi. C'est juste pour dire qu'en gros, c'est un système avec beaucoup de variables. Les variables, en gros, c'est genre température, taux taux d'amine dans les sols, taux de tout ce que vous voulez, population, c'est très complexe. Il dit que c'est asservi. Concrètement, asservi, c'est un terme qu'on utilise généralement plutôt en sciences de l'ingénieur pour expliquer qu'un système se régule de par lui-même. Un système asservi, en gros, par exemple, ça va être une machine à vapeur. Genre, la machine à vapeur, à la base, c'était de la grosse merde. Ça tournait à des rythmes qu'on connaissait pas bien, ça faisait que aller de plus en plus vite et ça finissait par exploser, jusqu'à ce qu'un gonze, qui s'appelle Newton, je crois, a fini par foutre par-dessus, en gros, la machine à vapeur, un machin qui sert, en gros, à faire en sorte que dès qu'il y a trop de vapeur qui se barre,
et ben ça ralentit un peu l'apport de vapeur, et donc du coup ça finit par atteindre un équilibre, et on permet d'avoir ainsi une vitesse constante de la machine à vapeur. On explique donc ainsi que la machine à vapeur est un système asservi. Concrètement, ça veut dire c'est un système qui s'autorégule, quoi. C'est un système où, genre, dès que tu as un manque quelque part, il y a une compensation, une surcompensation. C'est un système qui a tendance à s'adapter. Et il va te dire que c'est non linéaire. Et alors, ça, pareil, c'est de la pure branlette d'ingénieur, où en gros, un système linéaire, c'est un système où quand tu fais 1 + 1 = 2, pour faire très simple, alors qu'un système non linéaire, c'est quand tu fais 1 + 1 = beaucoup d'équations. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Quand c'est linéaire, ça veut dire qu'on sait facilement faire des maths avec. Quand c'est non linéaire, ça veut dire que c'est le bordel et qu'on n'y arrive plus bien. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Puissance, hormones, d'éléments minéraux, etc. dans notre sang est régulée aussi, enfin, vivant. Ou notre température est régulée à 37 degrés. Un tas d'hormones, d'éléments minéraux, etc. dans notre sang est régulé aussi. Enfin, tout ça se régule. Donc là, il explique que l'être humain, c'est un système asservi parce que, genre, du coup, on s'autorégule. Ce qui est complètement con, hein. Tous les biologistes sont en train de tomber de leur chaise, mais bref. Et bien sur Terre, il y a tout un tas de trucs qui se régulent aussi. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de maladie auto-immune, c'est cool. Et ces phénomènes homéostatiques sont des phénomènes asservis, par définition. Donc on en a plein dans le climat. Et enfin, il est non linéaire. Il est non linéaire tout simplement parce que les équations de la physique ne sont pas linéaires, et donc le système climatique est un système, même s'il y a des Voilà. Explication pour son non linéaire, parce que les équations sont non linéaires. Bah, bienvenue dans le monde de la physique, en fait. Genre, t'as dit physique est complexe, bah oui, donc non linéaire, en fait. Franchement, à part les trajectoires, il n'y a pas grand-chose de linéaire en physique, hein. approximations linéaires dans le réchauffement. Par exemple, on sait que 1% d'effet de serre en plus, c'est globalement 1 degré en plus. Quand on transpire, c'est quoi alors? C'est un système d'asservissement dans la tête de ce mec. Concrètement, t'as chaud, tu transpires, du coup t'as plus froid, donc autorégulation, donc système asservi. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Quand je te disais un système asservi, c'est un système qui en gros, dès que ça dépasse un certain truc, et bah, ça s'autorégule. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Un système asservi, souvent ça fait des très jolies courbes, hein. Ça fait des courbes qui sont qui sautent comme ça, qui font wap 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 et qui finissent par se stabiliser. Ton corps, c'est pareil avec la température. Si jamais t'as trop chaud, il va tenter de se réguler. Mais bon, ça reste une analyse de con. Enfin, je veux dire, t'es en train de parler du corps humain. Fais confiance aux scientifiques qui étudient le corps humain, en fait. C'est plus compliqué que ça, même la transpiration, en fait. Donc là, Genre, la transpiration, ça sert aussi à faire passer des phéromones, ça sert aussi à faire passer des trucs liés à la santé, ça sert à plein de trucs. Petite linéarité. Mais... Analyse du 19e siècle, mais exactement. Le mec, il a doit dire, en fait, l'homme, c'est une grande machine. Et en fait, le chien, c'est pareil, c'est comme une grande machine. Donc, je suis un ingénieur, donc je peux l'étudier comme un ingénieur. C'est au premier rang. Or, notre corps est également un système complexe avec toutes les allergies du monde, de toutes les vitamines du monde. Ah oui, Jack to you, ouais, c'est exactement ça. des tas de phénomènes de régulation et de dépendance et non linéaires. Et alors l'exemple que je prends, c'est l'augmentation de notre température interne. Si on augmente notre température interne de 1 degré, on n'est pas traque et mal foutu, mais ça m'empêche à la limite pas. Voilà, je me sens un peu pas traque à 38 degrés, je peux quand même faire cette interview. Peut-être que je dirais un peu plus de conneries avec un peu moins d'énergie, donc je serai un peu plus audible. Mais en tout cas, toujours est-il que ça change pas fondamentalement ma nature. Si ma température interne augmente de 5 degrés, je rate pas 5 interviews, je suis mort. Bon. Et bien là, c'est exactement pareil pour le climat. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand on a un phénomène comme ça qui est complexe, non linéaire et asservi, les modifications internes du système ne sont pas proportionnelles à l'élévation de température, mais elles évoluent beaucoup plus vite que l'élévation de température. Le système se désorganise. Voilà, c'est une façon quand même très compliquée d'expliquer que, en fait, ça va augmenter de façon un peu exponentielle, quoi. Genre, si plus on pollue, plus la pollution provoque la pollution qui pollue. Bref, c'est genre un système qui fait que grossir, quoi. Beaucoup plus vite que franchement, Jean Covici traducteur aujourd'hui. L'élévation de température, voilà, c'est pour faire comprendre ça. Alors, la comparaison avec l'ère glaciaire est la suivante. On sait reconstituer les températures du passé à travers l'analyse isotopique de l'oxygène et de l'hydrogène qu'on retrouve dans les carottes de glace en Antarctique. L'explication est la suivante, si je peux utiliser ces termes un peu compliqués. Quand on évapore de l'eau... Ah oui, jusque-là, c'était super simple. Merci de toute ton... Franchement, merci pour... Merci pour les efforts que tu as fait jusque maintenant, quoi, c'est cool. L'oxygène et l'hydrogène est proportionnel à la température au moment de l'évaporation de l'eau. C'est-à-dire plus il fait chaud, plus la vapeur d'eau emporte des isotopes lourds dans la vapeur qui se crée. Et évidemment, cette vapeur d'eau va se condenser, c'est un tel poseur, j'en ai marre. Donner lieu à des précipitations et donner lieu à de la neige sur la calotte antarctique. Donc en allant forer dans la calotte et en analysant le ratio oxygène 18 sur oxygène 16 ou deutérium sur hydrogène, on va reconstituer quelque chose qui s'apparente à la température planétaire. Genre, il est pas foutu d'expliquer qu'il y a eu une ère glaciaire sans expliquer le fonctionnement intrinsèque du putain de carbone 14. Je vais péter mon crâne. Moi, je vais pas vous expliquer c'est quoi les isotopes, parce que le mec, il fait que enchaîner. Et si je fais ça, ça va juste être un long cours de physique. Vous voulez un long cours de physique? Est-ce que je peux vous... Un isotope, c'est quoi? Vous savez comment c'est structurer une molécule déjà? Allez, vous savez comment c'est structurer un atome? Il faut revenir sur tout ça hein, pour pouvoir commencer à expliquer. C'est vraiment horrible, hein, je vous préviens. Au moment où la glace s'est formée. Et c'est comme ça qu'on sait reconstituer le fait qu'au moment de la dernière ère glaciaire, au moment où il faisait le plus froid du quaternaire, donc du dernier million d'années on va dire, aux moyennes latitudes, parce qu'au moment des ères glaciaires, aux tropiques, la situation varie peu, mais par contre aux moyennes latitudes et aux pôles ça varie beaucoup, et bien au cœur de la dernière ère glaciaire, il y a 20 000 ans, la température était seulement 4 degrés plus basse en moyenne planétaire que ce qu'elle était au moment de l'ère pré-industrielle. Alors cette notion que tu as évoquée tout à l'heure, en fait, elle a une définition dans la climatologie, c'est la moyenne entre 1850 et 1900 de la température planétaire. C'est double intégrale, c'est je prends la température en tout point du globe, à tout instant et sur 50 ans, et je fais la moyenne de ça.
D'accord? Et ça s'appelle la valeur pré-industrielle. Ouais, c'est trop intéressant comme réflexion. Vous voulez explication très rapide? Bon, normalement, vous savez quand même comment c'est un atome. En vrai, genre, j'abuse. Un atome, c'est un noyau et des trucs qui tournent autour, ça s'appelle des électrons. À l'intérieur, désolé, je peux pas m'en empêcher, j'aime trop. Genre, le noyau, il est constitué de neutrons et de protons. Concrètement, tout ça, ça a des charges électriques qui fait que ça se compense. Les électrons, c'est négatif. Et les protons qu'il y a dans le cœur, c'est positif. Un atome, il est défini par son nombre de protons et son nombre d'électrons. C'est ça qui fait que c'est tel atome. Et en gros, à l'intérieur du coup de ce noyau, tu as des neutrons. Et la présence de neutrons, s'il y en a plus ou moins, ça change pas grand chose de plus que la taille du noyau. Et concrètement, au fur et à mesure du temps, tu perds des neutrons dans le noyau. Donc en gros, ça perd pas sa charge énergétique, c'est-à-dire que ça reste exactement le même atome. Genre un atome de carbone 16 et un atome de carbone 14, c'est vraiment des atomes de carbone parce que c'est leur charge énergétique qui va définir ce qu'ils font et comment ils interagissent avec les autres atomes. Mais il va être un peu plus lourd. Le carbone 16 sera un peu plus lourd. Le carbone 14 sera un peu plus léger. Et donc, du coup, en fait, vu que ça évolue au cours du temps, et ben en fait, en faisant une étude, genre où tu regardes la quantité de carbone 14 par rapport à la quantité de carbone 16, tu peux savoir à peu près combien de temps ça fait. Concrètement, c'est juste ça. Désolé, c'est genre, et c'est ce qu'il vient d'expliquer, mais genre, moi j'ai envie de l'expliquer parce que c'est intéressant premier degré. Genre, je trouve que c'est vraiment intéressant de savoir que il y a des molécules qui sont pas pareilles, enfin des atomes qui sont pas les mêmes, alors que c'est techniquement sur la table de classification périodique des éléments, c'est la même. Genre, typiquement, attendez, je vais vous sortir la table de classification périodique. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, on a beaucoup trop de réactes à faire aujourd'hui. La température de la dernière ère glaciaire était 4 degrés en dessous de cette valeur-là, simplement 4. Donc ce que je dis, c'est de là on comprend bien qu'une élévation de 2 degrés de la moyenne planétaire finira par provoquer à terme, et je dis bien à terme parce que je vais venir après, des déséquilibres extrêmement importants. Alors pourquoi je dis à terme? Parce qu'une bonne... Parce que voilà, j'adore la thermodynamique, mais la table de classification périodique des éléments... Ah ouais, je bande. Une partie des conséquences n'apparaissent pas instantanément au moment où l'élévation de température apparaît. 1,5 degré, là on commence à voir apparaître de la mortalité excessive d'épicéa en France, mais là on est au début. Et même si on stabilise le climat dans la nouvelle valeur qu'on a aujourd'hui, la mortalité va augmenter. À partir du moment où on stabilise l'élévation de température planétaire à 2 degrés, on a quelques dizaines de pourcents de la forêt française qui vont mourir. Alors pas instantanément, parce que les arbres ont des réserves, etc. Mais année après année, trop sec, trop chaud, au bout d'un moment, même le chêne centenaire finit par y passer. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'il faut bien comprendre que ces 2 degrés, c'est pas instantanément. Voilà. Une fois que la température s'est réchauffée de 2 degrés, par exemple, le temps que les océans s'équilibrent avec la nouvelle température, c'est de l'ordre du millénaire. Donc c'est supérieur au millénaire. Pourquoi? Parce que le temps que la chaleur se propage dans les fonds et que toute l'eau qui peut se dilater se dilate, parce que c'est ça qui se passe avec les océans, c'est quand on chauffe l'eau, elle se dilate. Et voilà, ça c'est intéressant. C'est une image qu'on a dans la tête souvent qui est pas tout à fait vraie. On parle beaucoup de la fonte des glaces et que soi-disant ce serait la fonte des glaces qui serait responsable de la montée des eaux. C'est pas tout à fait juste. À vrai dire, la fonte des glaces représente même pas du tout la majeure partie de pourquoi est-ce que l'eau monte concrètement. Et du coup, l'eau monte parce que elle se réchauffe. Et que l'eau, ça se dilate quand il fait chaud. Alors oui, à l'échelle d'un verre d'eau, ça se voit pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, dilater, ça veut dire que ça prend plus de place. Concrètement, t'as un verre d'eau, tu vois, il est à moitié vide, tu le mets dans de plus chaud, mais en fait, il prend un peu plus de place. Alors, ça a l'air complètement négligeable à l'échelle d'un verre d'eau, mais à l'échelle d'un putain d'océan, c'est beaucoup. Genre, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et le fait est que l'océan, ça n'a pas une température constante. Ça, vous devez avoir remarqué quand même, normalement, si jamais vous avez la chance d'aller à la mer, plus vous nagez vers le fond, plus c'est froid. Hein. Ça, c'est logique. Parce qu'en fait, la température, tu vois, genre le chaud, il arrive au-dessus et ça se refroidit progressivement parce que la température se disperse en gros dans la flotte. Et donc, en fait, ça fait que quand on fait chauffer la flotte, bah, en fait, l'eau, elle a aussi ce qu'on appelle une capacité thermique. C'est-à-dire qu'en gros, elle va être capable de stocker de la chaleur, stocker de l'énergie de chaud. Et ça la fait grossir, ça la fait s'étendre. Et concrètement, c'est ça qui provoque la montée des eaux à proprement parler, c'est le fait que l'eau va se dilater quand elle se chauffe. Et le truc, c'est que l'eau, eh ben, ça va pas se déchauffer non plus. C'est un peu comme le pipi et l'eau. C'est que l'eau, une fois que c'est chauffé, si c'est une immense quantité d'eau, pour la faire se refroidir, ça prend aussi pas mal de temps. Eh ben, il faut attendre 1 millier d'années. Et le temps que les calottes polaires s'équilibrent avec la nouvelle température et qu'elles fondent, qu'elles évacuent, qu'elles vèlent en iceberg toute l'eau qu'elles peuvent évacuer, c'est pareil, il faut attendre de l'ordre du millénaire, voire plus. En admettant qu'on s'arrête à plus 2, d'ici la fin du siècle, c'était plus 60 cm de montée des eaux, et seulement, j'allais dire seulement entre guillemets, plus 80 si on est sur du plus 4, parce que l'inertie est tellement folle qu'il n'y a pas une énorme différence, et c'est beaucoup plus loin qu'il faut voir pour le coup. En tout cas, À plus 4, ça pourrait dépasser 15 mètres. À terme. Il y a une forte inertie thermique. Oui, voilà, c'est ça. Genre, par exemple, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des objets qui tiennent plus la chaleur que d'autres. Genre, par exemple, tout ce qui est objet en métal, ça conduit très bien la chaleur et ça la stocke très bien. Ça veut dire que si vous foutez du métal sur du chaud, le chaud va se propager dans le métal et y rester longtemps.
il y a d'autres matières qui, elles, sont beaucoup moins capables. Genre les pâtes, par exemple. Genre typiquement, les pâtes, le sucre, tout ça, vous avez remarqué qu'une pâte, ok d'accord, ça peut être très chaud, mais ça perd sa chaleur très très vite. Et ça a une très petite capacité de stockage. C'est ça que les pâtes, ça se refroidit extrêmement vite. Alors que si les pâtes étaient faites en métal, elles resteraient plus chaudes bien plus longtemps, mais elles seraient beaucoup moins comestibles. Sur plusieurs siècles. Sur plusieurs siècles, voire un millier d'années. Et vous remarquerez aussi que, en gros, plus il y a de surface autour des pâtes, plus elles se refroidissent vite. Parce qu'en fait, c'est la surface au contact avec l'air qui fait se refroidir les pâtes. Donc si vous faites un gros tas de spaghettis, ça va rester plus chaud qu'un tas de, je sais pas moi, des coquillettes, par exemple, où il y a plein de trous partout qui maximisent le contact avec l'air. Sauf si vous y foutez une sauce. À ce moment-là, du coup, la sauce va permettre de faire en sorte qu'il y ait moins d'évaporation, enfin moins de dissipation de chaleur. Sur plusieurs siècles, oui. La purée, ça reste chaud beaucoup plus longtemps. Et même à 1,5 ou 2 degrés, on a déjà la patate, en règle générale, je crois que ça a une bien plus grande capacité thermique que les pâtes. plusieurs mètres d'élévation du niveau de la mer qui sont embarqués. Donc il suffit d'attendre et ils finiront par arriver. Quand on regarde les villes, qui sont souvent des implantations multiséculaires, je veux dire Marseille était là à l'Antiquité, etc. Quelques siècles, bon c'est très long pour toi et moi, mais à l'échelle d'une implantation urbaine, c'est pas si long que ça. Et on voit bien que si le niveau de la mer monte de 10 mètres, il y a quand même un certain nombre de villes, et en particulier toutes les villes portuaires historiques, qui vont quand même avoir quelques soucis. Bon. Par ailleurs, les êtres humains Enfin bon, Marseille, ça a un peu changé quand même depuis il y a 2 millénaires. sont historiquement installés dans les plaines, parce que c'est là que c'est facile à cultiver. Et les plaines Du coup, gnocchi mieux que pâte, mais gnocchi mieux que pâte tout court, en fait, il n'y a pas besoin d'explication scientifique. en bord de mer sont particulièrement prisées pour une raison très simple, c'est qu'historiquement on avait à la fois la terre cultivable et le moyen de communication. Parce que dans l'ancien temps, le seul moyen de transporter des charges pondéreuses, c'était d'être près de l'eau. Les grands fleuves quand on était dans l'intérieur des terres, et la mer quand on était. Et dans l'Antiquité, c'était les villes portuaires Tu peux posséder l'IA si ça a un lien avec ce que je réacte ou ce genre de truc et tout. qui étaient les plus grosses de très loin, parce que c'était les seuls qui pouvaient avoir beaucoup de commerce, commencer à importer des tas de trucs, et donc faire vivre une population nombreuse. Donc c'est pour ça que historiquement, la population humaine aime bien se mettre près des côtes. C'est pas juste parce qu'elle aime aller regarder le coucher de soleil sur la plage, et c'est vraiment une raison biologico-géographique, j'ai envie de dire. Oh, nique ta mère. C'est là que. Ah oui, c'est vraiment biologico-géographique. Hein. Genre, ça n'a vraiment rien à voir avec le fait que, par exemple, être près d'un point d'eau, ça permet de faire du commerce, ça permet d'avoir des bateaux, ça permet de transporter des matières sur de très longues distances. Exemple tout con, hein, j'imagine que c'est vraiment des raisons biologico-physiques qui ont fait que l'Empire égyptien s'est installé le long du Nil. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est le seul endroit où il y avait de la putain de végétation, et que c'est le seul endroit où il y avait de la putain de vie, et que ça permettait de transporter des immenses blocs de pierre d'un bout à l'autre de l'Égypte pour construire des bâtiments gigantesques. Non, l'explication elle est vraiment biologico-physique, hein. Ça n'a rien à voir avec la société, oubliez toutes les analyses de sciences humaines, hein, bien sûr. C'est facile. Et donc 2 degrés, c'est la moitié d'une déglaciation. Alors j'ai dit tout à l'heure, c'est non linéaire. Donc ça veut dire que 2 degrés, c'est pas moitié moins grave que 4 degrés, c'est peut-être 50 ou 100 fois moins grave que 4 degrés. Mais ça reste quand même quelque chose de très très significatif. Et alors une autre comparaison que je prends souvent, c'est la variation de la température planétaire sur les 10 000 dernières années, hors réchauffement récent. Et en fait, cette variation a été quasi nulle. Elle a été d'une fraction de degré. Et c'est ça qui explique que notre espèce se soit sédentarisée, parce que tant que le climat était variable, donc la déglaciation c'est un climat variable, 4 degrés, on peut pas s'installer quelque part, et puis... Bon, on se fait chier. On se fait chier. On va skipper le chapitre à quoi ressemble la Terre à... attendez, j'arrive pas à checker les chapitres. Attendez, hop, c'est quoi les chapitres? À quoi ressemble une Terre à plus 2 degrés? Les bulles de chaleur mortelle, un réchauffement bénéfique pour certains. Bah oui, bien sûr. Instabilité et angle mort. Les esclaves énergétiques et leurs machines. On va partir sur les bulles de chaleur mortelle, tout le monde. Truc non réjouissant, moi il y en a un qui me fait complètement halluciner et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est le fait que des températures plus élevées qu'aujourd'hui, couplées avec une forte humidité, créent, alors je ne sais pas comment appeler ça, des bulles de chaleur qui peuvent être fatales sur le long terme. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le phénomène qui se cache derrière ça? La température humide. Ouais. Et combien de personnes vont être impactées? Moi j'ai vu des cartes que j'ai trouvées absolument effrayantes où on voit une partie de l'Inde, enfin un tiers de l'Inde, donc ça représente peut-être aller à la louche 500 millions d'habitants. Quoi? Les pays du sud global qui vont le plus souffrir des conséquences de notre propre hégémonie capitaliste? Oh, je tombe de ma chaise. Une partie de l'Asie du Sud-Est, qui plusieurs semaines par an sont dans ces cas de figure climatique assez extrêmes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas survivre si on n'est pas... Putain, on est 250 alors que je fais que parler de sciences physiques? De fuck? À l'ombre avec une clim. Alors je vais en profiter pour faire une digression que je voulais faire tout à l'heure, mais comme je suis vieux expert de ma pensée, je ne l'ai pas faite, sur le fait qu'aujourd'hui, on commence tout juste à voir les conséquences du changement climatique. Alors non, on commence pas tout juste, mais sauf que comme on vit dans un monde qui est encore bourré d'énergie, on y fait très facilement face. Parce que tant qu'on a plein d'énergie, s'il pleut pas assez, on irrigue et éventuellement on dessale de l'eau de mer. Si on n'a plus assez à manger ici parce que ça pousse pas, on fait venir d'ailleurs où ça pousse encore parce qu'il y en a des camions qui demandent de l'énergie. S'il passe un ouragan et qu'on a plus d'eau potable, c'est pas grave. C'est vrai que c'est vrai que je vois pas beaucoup de gens qui sont ultra calés dans les trucs de sciences physiques qui critiquent Jean Covici, alors que pourtant il y a plein de gens qui critiquent très bien Jean Covici, sans avoir besoin de en ça. hélicoptère, en avion, en camion, de l'eau en bouteille, etc. Donc en fait, il faut bien voir que je vais faire une chaîne de fulgate physique, ça marcherait. En vrai, il y a un monde. Énergétique nous donne aujourd'hui les moyens de faire face aux premières conséquences du réchauffement climatique sans trop de problèmes. S'il y a un début d'incendie, on fait venir les camions de pompiers, les Canadair, les hélicoptères largueur d'eau, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Après, les dégâts, on reconstruit rapidement, c'est encore de l'énergie. Donc, tout ça, c'est de l'énergie. Moi, c'est ça qui m'énerve. Le mec, il voit une maison qui brûle, il se dit, c'est de l'énergie. Il me fait péter un câble. Je vous jure, les gens, il me fait péter un câble.
Genre vrai, il y a des humains en fait. Bien voir que la civilisation industrielle, qui crée le changement climatique, nous offre aujourd'hui aussi à court terme les moyens de répondre à ces premières manifestations. Alors pas à tout. La civilisation industrielle, elle ne nous permet pas de reconstruire les coraux qui sont en train de mourir. D'accord. Mais bon, qui ça dérange dans les gens qui vont nous écouter que 15% des coraux soient morts, les gens qui vont faire de la plongée, bon, très bien, ils font autre chose. C'est pas vital. D'accord. Ça dérange des pêcheurs qui pêchent plus les poissons dans les bancs de coraux. Si, c'est vital les coraux. Mais on s'en fout, c'est pas nous. Enfin, quand je dis on s'en fout, c'est pas nous, c'est cynique, mais c'est comme ça que réagit l'essentiel de la population. Les premières conséquences sont là et bien là, mais aujourd'hui, l'abondance énergétique fait que ça ne nous gêne pas dans notre vie. Genre vraiment, la disparition des coraux, c'est un drame écologique de maxi malade. Quotidien, parce que nous sommes capables de maîtriser suffisamment les conditions environnementales, même si elles varient, pour le moment, hein, pour que ça soit pas trop méchant. Bon. Dans les pays développés. Au Pakistan, c'est Oui, dans les pays développés, putain, merci. Heureusement qu'ils sont là, les gens de chez Balade Mentale. autre chose. Enfin, Absolument, dans les pays développés. Et même au Pakistan, quelque part, ça tue pas la moitié de la population. D'accord. L'espérance de vie continue d'augmenter sur Terre, enfin, donc l'espérance de vie, l'âge moyen. Non, mais en fait, l'agent orange, c'était de l'énergie, hein, d'accord. Ça n'a vraiment, enfin, c'est tout ça finalement, c'est que de l'énergie. Il n'y a pas vraiment de politique, hein, c'est des causes de biophysique, hein, de toute évidence. Bien constaté du décès continue d'augmenter sur, parce que c'est ça l'espérance de vie, hein, continue d'augmenter sur Terre. Donc en fait, pour le moment, c'est pas un phénomène À cause du réchauffement, la disparition des coraux, pas que, il y a aussi la pollution des eaux. adverse plus puissant que l'abondance énergétique qui va dans l'autre sens. Voilà, c'était juste ça la longue digression que je. et on reviendra longuement sur l'énergie tout à l'heure. Aucun souci. Oui, Et du coup, je me permets de revenir sur la bulle de... Alors, la température limite, c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure, nous avons besoin de réguler notre température à 37 degrés. Alors, tant qu'on est dans un air ambiant qui est inférieur à 37, c'est facile. On réchauffe notre corps en cramant une bonne partie de ce qu'on mange. 90% de ce qu'on mange, c'est ça en fait. Hein. Si on était un animal à sang froid, on aurait besoin de manger 10% seulement. C'est le soleil extérieur qui réchaufferait notre corps et on pourrait utiliser tout ce qu'on mange pour l'énergie mécanique. C'est Pourquoi tu dis ça, mais sois clair, concis et va de l'avant. Genre, on n'a pas besoin d'entendre parler des putains d'animaux à sang froid, là. pour ça que le crocodile mange moins souvent que nous. Et pas besoin. Heureusement. Je vais m'énerver. Hein. Si la température extérieure se met à devenir supérieure à 37 degrés, alors je commence par 37 et puis ensuite on a besoin pour se refroidir d'évacuer la chaleur sous une autre forme que par contact avec l'air ambiant. Alors on peut imaginer rayonner de l'infrarouge, c'est ce qu'on fait un peu. Si, c'est ce qu'on fait. Et puis on peut aussi imaginer évaporer de l'eau, parce qu'à ce moment il y a la chaleur latente qui sert à refroidir notre corps. Donc le contact avec l'air. Et donc dans un air sec, au-dessus de 37 degrés, on transpire, la sueur s'évapore, et ça nous refroidit suffisamment pour qu'on reste à 37 degrés. Si l'air devient trop humide, on n'a plus cette possibilité d'évaporer de la sueur. Donc on produit de la sueur, mais elle ne s'évapore pas, ça ne refroidit pas. Et donc on risque, si on est placé dans un air chaud et très humide, typiquement le hammam, et ben si on y reste trop longtemps, on se déshydrate. Et est-ce que Jean Covici condamne les violences du hammam? Voilà. Et on peut mourir d'hyperthermie comme ça. Alors le hammam c'est facile, on ouvre la porte, on en sort, pose pas de problème. Mais si l'environnement devient un hammam géant, c'est-à-dire trop chaud et trop humide, il n'y a pas de porte de sortie, et à ce moment, les conditions extérieures peuvent commencer à devenir très dangereuses pour la santé, voire mortelles. Ça, c'est des conditions qui existent déjà aujourd'hui, mais sur des temps relativement Exactement, courts. sur des temps courts et sur des zones qui sont plus limitées. Et la crainte avec le réchauffement climatique, c'est qu'il y ait un nombre important de zones dans le monde, l'Inde, une partie de l'Asie du Sud-Est, une partie de l'Amérique équatoriale, qui deviennent, et une petite partie de la Chine, si ma mémoire est bonne, donc en gros on est à 1 milliard, un peu plus d'1 milliard d'individus, hein, quand même pas rien, qui se retrouvent dans des zones dans lesquelles une bonne partie de l'année, les conditions extérieures peuvent potentiellement devenir mortelles ou très dangereuses pour la santé. Dans le dernier rapport du GIEC, il y a quelques cartes qui sont très frappantes là-dessus, et qui montrent qu'effectivement, rien que dans un monde qui s'est réchauffé de 2 degrés, on commence déjà à avoir dans les régions équatoriales un nombre important d'endroits où ça peut Voilà, ça c'est un vrai risque, hein. présenter un vrai risque. Avoir vraiment des zones qui deviennent inhabitables. Genre en mode, tu plus vraiment chiller là-bas, quoi. Court terme pour n'importe qui, même en bonne santé, qui irait mettre son nez à l'extérieur. On vient de faire une liste longue comme le bras de l'homme élastique des mauvaises nouvelles. Je pense qu'on en a même laissé pas mal de côté. Du coup, est-ce qu'il y en a qu'on a oublié d'évoquer qui te semblent vraiment essentiels? Et de façon un peu cynique, est-ce que le réchauffement climatique va avoir des effets bénéfiques pour certaines régions du monde, ou est-ce que certains pays ont pratiquement un intérêt à ce que ça advienne ou à pas prendre le problème de face? Je sais pas, je pense notamment aux pays du Grand Nord, la Russie, le Canada, qui ont des espaces. On pourrait tenter d'imaginer que finalement ça va devenir cultivable, et là où il y a la toundra, il va y avoir de la taïga. Alors ce qu'on observe déjà, sauf faire de ma part, c'est que dans ces pays-là, les rendements des cultures actuellement. Oui, évidemment que oui, et c'est les États-Unis qui veulent en profiter, putain. Genre, vous suivez l'actualité en fait, comment ça se passe? Littéralement, Trump il voulait racheter le Groenland pour créer des routes commerciales là où les glaces elles allaient fondre pour pouvoir faire passer des marchandises. À l'aide, genre vraiment, enfin, oui, évidemment qu'il y a des gens qui profitent du putain de réchauffement climatique. Spoiler alerte, c'est les mêmes qui en sont la cause. Ont plutôt tendance à augmenter justement parce qu'il fait un peu plus chaud, etc. Et oui, il fut un temps, alors je sais pas où ils en sont maintenant parce que je suis ni dans la tête de Poutine ni dans la tête de Carnet, mais il fut un temps où les pays du Nord se disaient, nous on va Pas très besoin d'être dans leur tête, hein, ils sont honnêtes là-dessus. les pieds, parce que le réchauffement climatique va rendre cultivables des terres qui ne le sont pas, et nous ça va nous donner un avantage concurrentiel. Voilà. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, avec la Russie, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, l'agriculture russe se porte bien, en partie parce que le petit réchauffement climatique, là pour le moment, lui profite. Si le réchauffement climatique devient plus important, il y a une bonne partie de la forêt sibérienne qui va se mettre à cramer, le pergélisol va se mettre à fondre, etc. Et là, c'est difficile de savoir, de faire la balance avantage-inconvénient entre ce qui va être ennuyeux et ce qui va être. Ce qui est ennuyeux surtout, c'est qu'en fait, à l'intérieur du permafrost, donc à savoir
la Terre qui reste gelée pour toujours. C'est ça le permafrost, et c'est ce qui correspond à une énorme surface en fait qui est sur la Russie. Si jamais le permafrost commence à fondre, tu vas surtout avoir des bâtiments qui vont commencer à s'effondrer, parce que les bâtiments du coup en Russie, vu qu'au-dessus il y a des machins qui deviennent de la boue puis qui se solidifient, on s'arrête à l'endroit où c'est tout le temps dur. Donc on fout les bâtiments et on les clique là-dedans. Alors deux gros problèmes avec du coup le permafrost qui fond, c'est premièrement le carbone en fait, c'est que ça va libérer énormément de gaz à effet de serre en fait, ça va libérer beaucoup de trucs qui vont encore empirer le réchauffement, et oui ça va libérer des bactéries aussi très probablement, donc bon, il appelait de ses voeux pour un autre Covid, peut-être qu'on va avoir le droit, hein. Ils vont avoir d'autres problèmes, donc certes l'agriculture va devenir un peu plus importante, mais par contre toutes les infrastructures pétrolières qui sont ancrées dans le pergélisol pour les gisements qui sont au nord de la Russie, et tous les nouveaux gisements sont au nord de la Russie, ça, elles deviennent plus instables, les oléoducs sont susceptibles de s'effondrer, etc. Et ça c'est pas une bonne affaire pour leur économie, surtout dans un pays qui vit pour un tiers de son Oui, pour l'écologie aussi peut-être, un oléoduc qui se casse en deux, c'est pas une bonne idée pour tout ce qu'il y a autour. PIB du commerce des ressources naturelles. Donc, Canada, je sais pas, j'ai pas regardé le cas du Canada. Alors est-ce que j'ai oublié des mauvaises nouvelles? J'en ai oublié plein, pour une raison très simple. Aujourd'hui les mauvaises nouvelles dont on est capable de parler, c'est tout simplement celles sur lesquelles on a été capable de faire des investigations. Comment est-ce qu'on fait des investigations en ce qui concerne l'avenir avec des modèles? C'est-à-dire on fait un modèle qui représente au mieux le présent, et ensuite on force le modèle avec des nouvelles conditions. On est capable de coupler des modèles de climat avec des modèles forestiers. Donc on peut raconter 3 trucs sur l'avenir des forêts. On est capable de coupler des modèles de climat avec des modèles agronomiques. Donc ou de culture. Donc on est capable de raconter 3 trucs sur l'évolution des climat. On est capable de prévoir. On est capable de raconter 3 trucs. Personne ne sait coupler un modèle de climat. Je trouve ça ouf que genre tu parles des pays qui veulent absolument genre libérer les espaces où la glace elle va fondre pour faire du commerce sans être capable d'évoquer ne serait-ce que 5 secondes le concept d'impérialisme. Ça me bute, hein, je vous jure les gens. Avec un modèle de stabilité politique par exemple. Donc moi je ne sais pas dire si dans un climat qui se déforme rapidement, il y a 50 ou 95% de la population qui vit en dictature, je ne sais pas. Et personne ne peut faire cette investigation. Mais on comprend bien qu'entre arrêter de manger du boeuf et vivre qui vit en dictature politique, un truc sur l'évolution. Donc moi je ne sais pas dire si dans un climat qui se déforme rapidement, il y a 50 ou 95% de la population qui vit en dictature, je ne sais pas. C'est parce que c'est pas comme ça qu'on mesure. C'est sûr que si t'essayes d'avoir une data qui n'a aucun sens, tu vas avoir du mal à la trouver effectivement. Et personne ne peut faire cette investigation. Mais on comprend bien qu'entre arrêter de manger du bœuf et vivre en dictature, on n'est pas en train de parler de la même chose. Il vaut peut-être mieux arrêter de manger du bœuf en démocratie qu'en manger en dictature. La guerre, personne n'est capable de coupler un modèle de climat avec un modèle de conflictualité. Donc on ne sait pas si le changement climatique va déclencher ou pas des guerres. Et comme ces analyses, il n'y a pas de littérature peer-reviewed Je vais péter mon crâne. qui porte sur... Genre, il est vraiment en mode, il y a personne qui a des analyses matérialistes de l'histoire et de la société. Ah vraiment, on se demande qui sont les gens qui réfléchissent à tout ça, hein, qui essaient de réfléchir à des modèles pour éviter qu'on tombe dans des trucs autoritaires. Enfin vraiment, faudrait qu'il y ait des gens qui fassent ça, non? Genre, limite ça pourrait presque être une science qui étudie les humains, tu vois, on pourrait appeler ça les sciences humaines, je sais pas. Ces sujets-là, on n'en parle pas. Est-ce que ça veut dire que le risque n'existe pas? Non, le risque existe. Le risque existe que le changement climatique conduise à des déstabilisations politiques. Le risque existe que le changement climatique conduise à des... Alors je peux prendre des exemples en cascade. Hein. Ça c'est le genre de ref, il aurait dit... Non, la Révolution française, c'est surtout lié à un volcan qui a explosé, ce qui a fait une baisse des cultures. Et en fait, du coup, ça fait que les gens avaient faim parce qu'ils avaient moins de culture pour pouvoir manger. Et donc, en fait, finalement, la Révolution française n'est qu'un événement climatique. C'est le genre de mec qui serait capable d'avoir cette take, en fait. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Changement climatique, baisse du niveau du Rhin, arrêt des exportations allemandes parce que toute la production industrielle de la bande sud de l'Allemagne part par le Rhin, baisse significative de l'économie allemande, montée de l'extrême droite à cause de ça, et... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire. Non, c'est vrai que l'Allemagne, avec l'extrême droite, il n'y a pas d'histoire. Enfin, genre, c'est... Genre, ouais, en fait, l'extrême droite, c'est une grande démocratie comme les autres, quoi. Genre, il y a jamais eu de... Enfin, je veux dire quoi? Enfin, qu'est-ce qui pourrait, dans l'histoire de l'Allemagne, nous expliquer pourquoi est-ce que l'extrême droite, elle serait en train de monter, par exemple? Non! C'est l'énergie, tout le monde, d'accord? C'est à cause de l'énergie, d'accord? L'Allemagne se met à faire n'importe quoi, puis finalement, même un jour, claque la porte de l'Europe. Bon. Mais oui, mais tout ça à cause d'un changement climatique, finalement! Ou bien, pour réunir les Allemands de nouveau, décide d'aller taper sur les Russes. Bon, vous voyez... Tout ça part dans mon scénario de fiction de la baisse du Rhin qui est un élément climatique. Qui dans le monde a fait... Prends un calmant, mais je vais pas me calmer quand il y a un mec qui prétend, genre, parler de l'écologie, qui balance ce genre de dinguerie, en fait. Un modèle couplant tous ces phénomènes pour le publier dans une revue scientifique à comité de lecture. Absolument personne. D'accord. Est-ce que ça veut dire que le risque que je viens d'évoquer n'existe pas? Non. En fait, il faut bien comprendre que la technique même de la modélisation et de la littérature revue par les pairs, qui est un excellent système, hein, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais système, par contre, il a une limitation intrinsèque, c'est qu'il ne peut parler que des choses qui ont été évaluées avec ce genre d'outils. Voilà. Le reste, il faut s'adresser aux scénaristes de fiction, et à ce moment, il y a autant de... Le mépris qu'il a pour les sciences sociales. Vraiment, genre, ça me... Les auteurs de fiction, hein. Genre, vraiment, il n'y a rien d'autre sur Terre. Genre, pour pouvoir imaginer comment est-ce... Genre, vraiment,
y a la seule analyse politique qui permette de faire des prévisions dans le futur, ou qui permette de comprendre, par exemple, comment est-ce que des régimes autoritaires peuvent émerger, c'est vraiment que la fiction, quoi. Faut regarder Star Wars. D'outcome, de possibilités possibles, que si il y en a dans l'imagination des scénaristes de fiction, même en restant dans le cadre de ce qui est physiquement possible, il y a des milliards de possibilités. Et du reste, à mon avis, c'est un Ah, puis l'histoire de fiction, c'est spécialiste pour ça, genre... des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est que pour passer à l'action, il faut avoir des solutions, mais il faut aussi de temps en temps se faire un peu peur. Et je pense qu'aujourd'hui, on se fait peur que sur des risques qui nous apparaissent comme étant maîtrisables. Ou acceptable dans une certaine mesure, quoi. Oui, mais techniquement maîtrisables, ça pousse plus, on irrigue, où est le problème, quoi, je veux dire. Ah oui, c'est vrai que les gens ont pas assez peur de l'écologie, bien, faut augmenter ça encore. L'océan est juste à côté, on va avoir de l'énergie, on va prendre de l'énergie solaire, de l'énergie nucléaire, machin, etc. On fera du dessalement et on va y arriver, et puis voilà. Et en fait, le fait de n'avoir modélisé que certains compartiments, tout simplement parce que c'est que ça qui est techniquement accessible d'une certaine manière, parce qu'un modèle de plante, on sait faire, hein, nous limite par construction dans le fait d'avoir peur à des choses qui sont des... Je vais l'enculer. Genre, le mec, il est en mode, on n'a pas assez de modèles. Oui, c'est vrai, Poissac. Le mec, il est en mode, la raison pour laquelle on n'arrive pas à résoudre les problèmes climatiques sur Terre, c'est parce qu'on n'a pas assez de modèles qui nous empêchent de comprendre, et du coup, on n'a pas assez peur. C'est son analyse. Genre, personne n'étudie le climat, quoi. Genre, il y a vraiment que lui, en fait, qui possède ces datas-là, hein. Genre, vraiment, le GIEC n'existe pas. Univers un peu connu, j'ai envie de dire. Moi, ce qui me fait peur, c'est justement ce que je viens d'évoquer. Et le Ce qui nombre me fait peur, c'est la guerre, la dictature, l'effondrement, les privations de liberté, les phénomènes en cascade qui font que tout d'un coup on est disrupté sur ceci et cela. Enfin, c'est ça qui me fait peur. Je peux être en ravat de sac. En vrai, on a beaucoup de réacts à faire ce soir, tout le monde. Plus le système est volatile et instable, plus le risque de discontinuité, de divergence et de quelque chose qui va vraiment pas nous plaire est important. Sans compter que c'est pas la seule instabilité à laquelle on a à faire face maintenant. Alors, toutes les instabilités auxquelles on a à faire face maintenant ont une racine commune, qui est Le capitalisme! Est-ce que tu vas dire que c'est le capitalisme ou pas? Est-ce qu'avec toutes tes jolies courbes qui permettent de regarder l'augmentation du climat, machin, etc., tu constates pas qu'il y a peut-être, en fait, une petite corrélation, je sais pas moi, politique, par rapport à, précisément, le moment où ça a explosé? Ça te dit? On en parle un peu? l'abondance de notre espèce et l'importance de la prédation par individu. Parce que c'est De tout temps, l'être humain a toujours été un prédateur pour l'être humain. Et oui, l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est à cause de ça que, en fait, on s'entretue. ce même phénomène, on pourrait en disserter, en parler longuement, qui a donné lieu, par exemple, à l'instabilité financière. Le mec prétend être un scientifique. Et il balance des dingueries comme ça sur l'économie. Genre, mais en fait, c'est ça le problème des ingénieurs mentaux, comme ça, comme ce mec, c'est que le gars, il a compris un truc très précisément, du coup, il croit qu'il peut tout comprendre. Ça me gave. Genre, il est interviewé par qui? En vrai, il est interviewé par des gens que j'adore en plus. Genre, vraiment, Balade Mentale, c'est des gens, je les aime beaucoup. Ça fait 8 ans que je les suis, quelque chose comme ça. Genre, vraiment, depuis leur tout début, je les aime beaucoup. Mais là, il me fait péter mon crâne, le Jean Covici. Au fond, c'est pareil. L'instabilité financière vient d'un hiatus entre ce qu'on a imaginé il y a 10, 20, 30 ans que seraient les possibilités physiques à l'avenir et ce qu'elles sont vraiment. Ouais, quand je vous dis que son analyse a été claquée au sol. Mais genre, vraiment, mais claquée à un niveau, genre, tellement, mais puissant. Genre vraiment, c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie d'expliquer genre les crises successives du capitalisme par des phénomènes physiques, par le fait qu'on a fait un modèle qui s'est pas suffisamment ajusté au fur et à mesure du temps. Genre vraiment, je vais péter mon crâne. Le mec a zéro analyse. Genre il est incapable de vous expliquer ça sans expliquer qu'en fait c'est à cause de la science physique. Genre il me fatigue tout le monde. Il me fatigue. Genre le mec, tu lui parles de baisse tendancielle du taux de profit, ça lui parle pas, hein, il comprend pas ce que c'est en fait. Genre, il se dit pas, genre, ah, peut-être qu'en fait, genre, le problème du capitalisme, c'est que c'est un système qui tente de bouffer toujours plus de ressources, et qu'en fait, quand on a plusieurs qui sont dans le même espace, eh ben, ils finissent par essayer de se bouffer entre eux. Non, rien à voir. Non, c'est la nature humaine. C'est là qu'elle vient. Oui, c'est du scientisme. C'est là que vient l'endettement, fondamentalement. Comme le dit très bien un homme que j'aime beaucoup, qui fait à peu près le même métier que moi aux États-Unis, l'argent, c'est une revendication sur l'énergie, et la dette, c'est une revendication sur l'énergie future. Et s'il n'y a pas... Ah ouais? Du coup, t'expliques comment la spéculation et genre les NFT? Comment t'expliques la valeur abstraite, tout ça Comment t'expliques, je sais pas moi, les bullshit jobs, tiens comment t'expliques, genre, 90% des tafs que en fait font les gens, genre actuellement, enfin... Scientisme, attendez. Ouais, comment elle explique le Bitcoin, ce mec? Genre, attendez, scientisme... Est-ce que je peux trouver une petite définition Wikipédia? Allez! Scientisme est une position apparue au 19e siècle selon laquelle la science expérimentale est la seule solution, est la seule source fiable de savoir sur le monde. Et alors on parle de science expérimentale, on parle de science de l'ingénieur, hein, concrètement, par opposition aux révélations religieuses, etc., spiritualité. Et concrètement, c'est l'idée de dire que la science physique, la science dite dure, c'est l'alpha et l'oméga de tout. En fait, expliquer que genre vraiment la science explique tout, que tu peux tout résoudre par la science, c'est aussi quelque chose qui est évidemment apparu
au moment de lorsqu'on a commencé à arrêter de croire en Dieu un peu, hein. Franchement, genre du coup on a arrêté de croire en Dieu, on a commencé à croire en la science et c'est devenu les mêmes putain de dynamiques en fait au final. Et concrètement pour moi si je devais résumer le scientisme c'est vraiment ça quoi. C'est genre on a remplacé Dieu par la science concrètement. Allez c'est reparti. d'énergie future, la dette augmente. Donc en fait, on peut relier tous ces trucs-là. Et Voilà, la dette égale énergie. Non mais vous vous rendez compte de la dinguerie qu'il raconte ce mec? Dette égale énergie potentielle. Je vais crever. donc on est en train en ce moment de faire face à des instabilités qui s'ajoutent. Il y a une instabilité virologique. Là, on a eu droit au Covid. Le prochain exemplaire sera peut-être tout aussi contagieux, avec un temps d'incubation de 8 à 10 jours et parfaitement létal au bout. Bon, si on a droit à ça, maintenant qu'on a concentré tout le monde dans les villes. Donc toutes ces instabilités, en fait, elles s'ajoutent. Et c'est dans ce monde-là qu'on va devoir évoluer. Alors je le répète, l'énergie abondante, c'est ce qui permet à court terme de maintenir ces instabilités sous contrôle, mais ça va durer un temps. On va partir un peu sur les Oui, alors que la répression, par exemple, ça permet pas du tout de maintenir les populations sous contrôle, hein. C'est vraiment que l'abondance d'énergie qui permet ça, hein. Vraiment, hein. énergies. Tu disais tout à l'heure qu'au cours des 5-6 000 dernières années, Alors le mec, il prétend vraiment étudier la société et l'humanité sans parler de politique, ça me... en gros, la température moyenne du globe, elle a oscillé autour du même niveau. Alors le chapitre s'appelle Esclave énergétique. Faut qu'on regarde ça, les gens. Avant les 150 ans qui viennent de Au cours de la période pré-industrielle, globalement, les concentrations en CO2 dans l'atmosphère, elles étaient de 280 parties par million, et aujourd'hui, on est sur du 420. Les J'ai hâte de voir ce mec parler d'esclave, je suis sûr il sait de quoi il parle. responsables de ça, c'est nous qui avons brûlé donc les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, et du coup, tout ce qu'on appelle le progrès, transport, agriculture, industrie, santé, ça découle de cet usage-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'un concept que je trouve très fort pour arriver à prendre, à toucher du doigt cette capacité à transformer le monde qu'ont ces énergies? Et vous comprenez pourquoi ce genre de ref, en fait, c'est pas vraiment l'écologie, quoi. Enfin, genre à la fin, du coup, son truc, c'est de faire un putain de cabinet de conseils pour aller parler aux entreprises, parce qu'il est tellement pas capable d'avoir une vision politique correcte qu'il se dit, j'ai juste à parler aux patrons, et si les patrons, je les informe suffisamment, et en fait, ils vont changer d'avis. Genre, alors qu'il avait expliqué juste avant qu'ils avaient des intérêts, en fait. Des intérêts qui allaient dans le mauvais sens, dans le sens de la destruction de l'écologie. Lui, il se dit, si je leur explique bien, c'est bon, non? Tu prends souvent l'exemple des esclaves énergétiques, je peux te lancer là-dessus. Oui, j'ai inventé une nouvelle unité d'énergie qui s'appelle l'équivalent esclave. L'équivalent esclave? Oh, waouh. Oh, je sens que ça va puer la merde. Oh. Allez. L'équivalent esclave, ça vaut 100 kWh. Alors pourquoi C'est trop drôle. 100 kWh? Parce que quand on fait un petit calcul simple, c'est à peu près la quantité d'énergie mécanique qu'un être humain au travail de force peut fournir dans une année. Mon effort équivalent, c'est quelqu'un qui ferait 1000 mètres de dénivelé par jour. Quand on fait 1000 C'est une analyse de nazi, non? mètres de dénivelé, on fournit à peu près 0,25 kWh d'énergie. Vous voyez, quand je vous disais que le mec est hyper déshumanisant, genre même pour lui, même les gens, c'est de l'énergie, genre il s'en bat les couilles. Énergie mécanique, donc si je fais ça sur 365 jours, mettons 400 jours dans l'année, en ordre de grandeur, ça me fait 100 kWh à la fin de l'année. Bon travail de force. Le calcul que j'ai fait il est le suivant. J'ai regardé quelle était la quantité d'énergie. Ouais, alors moi je suis quasiment sûr que Jean Covici, il produit pas 100 kWh en une année, hein. Je pense pas. Mobilisée par personne et par an en moyenne planétaire. Donc je prends toute l'énergie. Par contre, qu'est-ce qu'il disperse comme énergie? Ça, c'est une folie, hein. Alors, le mec disperse de l'énergie, genre vraiment, ça s'évapore. L'énergie disparaît à tout jamais. Il reste plus rien pour changer la société, entre autres. Qu'on utilise sur Terre. Je divise par la population mondiale. Et j'arrive au fait qu'un être humain utilise en moyenne un peu plus de 20 000 kWh d'énergie par an. Alors quand je dis utilise 20 000 kWh d'énergie, ça veut pas dire que moi on va me brancher sur le secteur, ou qu'on va me remplir mon réservoir de pétrole, là que j'ouvre la bouche et qu'on met du pétrole, ou bien qu'on va m'injecter un tuyau de gaz dans l'oreille droite. En fait, utiliser de l'énergie, ça veut dire mobiliser une machine à son service. C'est ça que ça veut dire. Parce que le pétrole, je le mets dans ma voiture, l'électricité, je la mets dans mon frigo, ou dans le laminoir qui aura fait tous les objets en acier que j'utilise, ou qui aura fait toutes les machines qui vont ensuite faire mes fringues, enfin bon. Et qui vont elles-mêmes consommer de l'énergie. Donc en fait, consommer de l'énergie, c'est un truc en fait c'est bien, l'énergie ça se transforme, ça se consomme pas et ça se C'est produit pas. bénéficier de la transformation qu'elle a permis, quoi. Exactement, c'est bénéficier de la transformation qu'elle a permis, et cette transformation a été opérée dans un convertisseur qui est extracorporel, c'est pas notre propre corps. Je comprends plus rien, je m'en bats les couilles, ça n'a plus aucun sens, vraiment, genre, j'arrête d'écouter, désolé, mais genre, on va pas aller jusqu'au bout de ce réacteur, la team. Ah, attendez, il y a quoi d'autre? Le rôle central du pétrole, les énergies renouvelables, le nucléaire. Oh là là. Oh là 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 là. En fait, l'histoire des hommes, c'est au fur et à mesure que le temps a passé, comme on est accumulatif et paresseux, comme toutes les espèces animales, comme beaucoup d'espèces animales. Non mais attendez, mais là, c'est de la philo de comptoir. C'est de la philo de comptoir. Eh bien, on a cherché à faire travailler les machines à notre place de plus en plus. De tout temps, l'être humain a toujours cherché à faire travailler les machines à sa place parce qu'ils sont paresseux. Enfin, d'abord, on a fait travailler les esclaves à notre place, puis on a fait travailler les animaux de près, puis on a Ah, et puis les esclaves, c'était pas des humains, du coup. fait travailler les énergies renouvelables à notre place, avec les bateaux à voile et les moulins à eau. Puis, depuis 2 siècles, on fait travailler les moteurs à notre place, les moteurs à combustion interne et les machines à vapeur, deux types de moteurs, qui travaillent encore aujourd'hui tous les deux, puisque toutes les centrales... Genre le mec est littéralement en mode, l'humanité était tellement paresseuse qu'elle utilisait des esclaves. Qui, j'imagine, sont pas dans l'humanité. Et on a mis toutes ces machines à notre service. Et quand je regarde
l'énergie utilisée par le parc de machines servant chaque individu sur Terre. Donc je prends l'énergie consommée par toutes les machines et je divise par le nombre d'individus. C'est là que j'arrive à mes fameux 20 000 kWh par personne et par an. Et ce que Quel calcul de con qui sert à rien, putain, mais qu'est-ce que ça sert à rien de dire ça? je dis, c'est que pour avoir la même quantité de transformation de l'environnement, si on n'avait pas les machines et qu'on utilisait des esclaves, bah, je prends mon équivalent esclave, là, 100 kWh, et je divise 20 000 par 100 et ça fait 200. Bon. Alors c'est pas une division tout à fait exacte, parce que d'abord, No shit! No shit! Il y a combien? Mais attendez, mais il y a combien? Oh! C'est ça ton modèle solide? C'est vraiment ça? C'est ça la science? l'énergie que je prends dans l'environnement, il y en a une bonne partie qui me fournit de la chaleur et pas directement de l'énergie mécanique, alors que là, 100 kWh, c'est de l'énergie mécanique. Mais il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels l'énergie nous sert à obtenir des services qu'un être humain ne pourrait pas fournir avec ses jambes, mais plutôt avec ses bras. Par exemple, fabriquer des vêtements avec les jambes, c'est compliqué, alors qu'on a quand même besoin de nos mains, etc. Donc, je prends une cote mal taillée en disant, allez, je fais quand même ça à 100 par esclave et ça va bien. Donc, ça revient à dire que dans un monde Je pense que c'est un robot de la CIA, mais moi aussi. où il n'y aurait pas les machines, c'est-à-dire un monde dans lequel il n'y aurait pas l'énergie permettant d'alimenter les machines, parce que si les machines n'avaient pas l'énergie, c'est comme si les machines ne servaient à rien. Donc dans un monde sans énergie fossile, parce que c'est l'essentiel des 20 000 kWh par personne et par an dont je parlais, là, 23 000 pour être précis, donc s'il n'y avait pas cette énergie fossile, il n'y aurait pas ce parc de machines par personne, et pour bénéficier des mêmes services en termes de transformation de l'environnement, la même quantité de fringues, la même quantité de logements, la même quantité de voitures, etc., au premier ordre, il faudrait que chacun ait 200 esclaves. En France, Mais quel intérêt? Non mais... Les gens, je pète mon crâne. Je sais pas quoi dire. Je, je suis à bout de souffle, genre... genre vraiment, enfin... Le mec... Mais à quoi ça te sert? Genre, à quoi cette... Tu as inventé une unité, d'accord. Très bien, à quoi elle sert? Parce que sinon, moi, je vais aussi réhabiliter le degré cheval. Vous savez, c'est quoi le degré cheval? Parce que si on ramène des unités de cons, moi aussi, je le fais, hein. Le degré cheval, c'est, en gros, si vous prenez un cheval à 0 degré Celsius, c'est de combien de degrés il faudrait monter pour que le cheval passe de l'état solide à l'état liquide. Voilà. Moi, du coup, je propose de compter en degré cheval. C'est bien, non? c'est plutôt 600. Et 600, c'est pour le français ordinaire, c'est pas pour le CSP+. Pour le CSP+, on est plutôt entre 1000 et 2000. Donc nous sommes tous des esclavagistes en puissance. Et donc c'est exactement ça que je dis moi, c'est que le parc de machines qui sert aujourd'hui nos désirs les plus fous, en fait c'est comme si on avait des esclaves énergétiques, et on n'en a pas 3, on en a des centaines. Pour illustrer ce propos, là, je vous montre une petite vidéo. Non mais le niveau de racisme qu'il faut pour dire, genre pour faire ce parallèle, je suis désolé tout le monde, genre si ça vous paraît pas évident, mais le ref a dit, genre avant il y avait des esclaves, entre temps on a découvert le pétrole et du coup il y a plus d'esclaves. Mais c'est grave de dire ça, genre je suis désolé les gens, c'est gravissime d'être comme ça, genre d'être en mode genre il y a pas de problème. Genre... T'es dans quel domaine, toi? Bah moi, je travaille sur Twitch, trou de cul. Tu vois bien que je suis en train de bosser, là, ou pas? Non, mais la dinguerie, c'est le pétrole qui a résolu l'esclavage. Voilà. Dans l'absolu, c'est vrai, non? Mais non, c'est pas vrai. Genre, vous avez jamais... Mais, genre, l'émergence du salariat, les révoltes d'esclaves, ça vous dit rien? Genre, vraiment, il y a vraiment aucune cause politique à la fin de l'esclavage. Genre, pour vous, c'est vraiment grâce au pétrole. Ah, merci le pétrole, hein. Non, ça n'a rien à voir avec l'émergence du libéralisme ou avec le moindre mouvement politique sur cette putain de planète, en fait. C'est être matérialiste, ça veut pas dire... En fait, c'est l'énergie, hein. Putain. En fait, c'est la pire façon d'être matérialiste. Genre, de tout, que j'ai jamais vu. J'ai repris les... Ouais, puis en plus, c'est bien connu qu'il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui, c'est fini, ça. Attendez, j'ai demandé à mes potes ouïghours. Les ordres de grandeur que tu dis Jean-Marc, et si on prend le record du monde de pompe, au cours duquel un beau bébé là que je vous laisse regarder, en réalise Genre, oui, je dis beaucoup genre. Je représente la théorie du genre, t'as un problème? 3249 Oui, je suis énervé. en 1 heure, on constate que son effort a une force de travail équivalente à celle... Je vais péter mon crâne. Bon, allez, on arrête ce chapitre, je suis en train de vraiment m'énerver. Bon, le rôle central du pétrole, ça me semble évident, mais j'ai peur qu'ils disent des dingueries encore. Genre, je suis trop curieuse. La combustion de seulement comme 2 par... Elle nous et du reste, avant même ça, elles nous permettent de nous déplacer à 90 km/h, vitesse à laquelle nos gens n'iraient jamais tous les jours. C'est bon, vas-y, je pète mon crâne. Genre, ça sert à rien ce qu'il dit. Allez, le pétrole. Aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de pétrole, parce que c'est l'énergie la plus facile à transporter et peut-être aussi à transformer. Peut-être qu'on parlera un petit peu plus tard de la mondialisation et du rôle qu'elle a là-dedans. Allez, le ban. Hop, ça dégage. Toi, tu vas aller te faire enculer par un ours et on te reverra plus jamais. On est autour de 100 millions de barils. Ah oui, et puis suce ma grosse queue au passage. Pétrole brûlé par jour, c'est absolument considérable, mais la géologie, elle est têtue, les réserves, elles sont finies. Alors, c'est difficile de placer le curseur à partir du moment où le robinet va se tarir. Est-ce qu'on a quand même une idée J'ai commencé par la conclusion. Depuis que je m'intéresse au pétrole, c'est-à-dire une vingtaine d'années, les géologues pétroliers avec qui j'ai pu échanger sur la question, dans un contexte dans lequel je savais qu'ils n'avaient plus tellement de conflits d'intérêts, s'ils étaient en retraite, etc., me disaient le pic mondial de production de pétrole, ça sera 2020 à plus ou moins 5 ans, à 100 millions de barils, plus ou moins 5 millions.
Ça, c'était il y a 20 ans. Mais sans prendre en compte le pétrole de schiste qui... En prenant en compte le pétrole de schiste, à date, le pic était en 2018. Alors, peut-être qu'on va remonter brièvement au-dessus du niveau de 2018. Bon, les analyses qu'on a faites au Shift Project, c'est que la production devrait se maintenir pas très loin du niveau de 2018, un peu au-dessus, un peu en dessous. Pour le moment, on est un peu en dessous. Ça fait quand même 7 ans qu'on est en dessous, hein, mais un peu en dessous. Jusqu'aux alentours de 2030. Et après, ça devrait se mettre à piquer sérieusement du nez. Voilà les analyses qu'on a au Shift Project. Et ça devrait se mettre à piquer. Alors, ce maintien au niveau de 2025 pendant encore 5 ans, s'il n'y a pas de politique climatique vigoureuse. D'accord. Donc là, je suis en train de parler d'un monde dans lequel on se contrefout du climat et on est tributaire des seules contraintes, ce que les pétroliers appellent below ground, c'est-à-dire ce qui se passe sous terre, et notre volonté n'intervient pas dans cette affaire. Donc tant qu'on peut creuser, tant qu'on peut faire les shadocks, hein, on y va, on pompe. Alors pourquoi est-ce que cette aventure peut pas durer indéfiniment? Parce qu'il faut entre 50, allez non, 5 pour une petite partie, mais sinon, Il a failli parler de politique là, je suis curieuse. globalement, il faut entre 50 et 400 millions d'années pour faire du pétrole. Donc aux échelles de temps qui nous intéressent, le siècle, c'est pas renouvelable du tout, et on part avec un stock de départ qui est donné une fois pour toutes. Et chacun sait que si on a dans un placard un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, on peut pas faire sortir du placard chaque jour un peu plus, on peut même pas faire sortir chaque jour du placard autant que la veille, indéfiniment. Tout ce qu'on peut faire sortir du placard finira un jour par passer par un maximum et finira, si on attend Le placard d'énergie. suffisamment, à zéro, parce qu'il n'y aura plus rien dans le placard. Alors le pétrole, c'est pas aussi simple que de la farine. Puis Pedro en parle depuis 20 ans. Oui, mais alors lui, il a inventé des nouveaux trucs, comme l'empreinte carbone, par exemple, qui lui permet d'avoir des analyses très très fines, bien sûr. Genre vraiment, le mec, il a inventé l'empreinte carbone et l'équivalent esclave, je vais juste péter mon crâne, en fait. Genre, en fait, si tu peux continuer à inventer des trucs qui servent à rien comme ça pendant encore longtemps, hein. Le parallèle se comprend. Donc le pétrole qu'on peut sortir de terre, en fait, on peut démontrer mathématiquement, un petit théorème que je sais encore démontrer, que son extraction annuelle passera par un maximum et sera nulle à plus infini, donc déclinera au cours du temps derrière. Vraiment, il y a besoin d'un modèle mathématique précis hein, pour pouvoir dire ça. Hein. Genre, c'est comme si moi, je vous disais, attendez, moi, après 50 ans d'études précises sur la physique et la thermodynamique, on a enfin la conclusion, les gens, que si je continue à boire dans ce verre, à la fin, il sera vide. Et ouais. On a été payé plusieurs millions de... Oui, pour faire ça, bien sûr. Ce qu'on ne peut pas démontrer mathématiquement, c'est est-ce que le maximum sera atteint à cause de la géologie ou à cause de notre volonté, ou à cause d'un phénomène indépendant de notre volonté qui n'a rien à voir avec le pétrole, une pandémie, une crise, une guerre, je sais pas quoi, le déclin terminal de l'humanité parce qu'on devient trop consanguin, qu'on appelle ces spermatozoïdes, qu'est-ce que je sais, qu'il n'y a pas assez de crèche, enfin bon, j'en sais rien. Ou est-ce que ce déclin sera dû strictement à la limitation de la quantité de pétrole? J'en sais rien. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il prendra place. Et je le redis, à date. Attendez, le truc sur le consanguinité, ça m'a brisé mon crâne. Attendez, quoi? Qui n'a rien à voir avec le pétrole, une pandémie, une crise, une guerre, je sais pas quoi, le déclin terminal de l'humanité parce qu'on devient trop consanguin, qu'on appelle ces spermatozoïdes, qu'est-ce que je sais, qu'il n'y a pas assez de crèche, enfin bon, j'en sais rien. Ou est-ce que Non, mais vous voyez, c'est ce que je vous ai dit quand je vous dis que faire un pas vers l'écofascisme, ça va tellement vite à partir de là, en fait. Genre, c'est vraiment ça, les gens, je suis désolé. Quand tu finis par parler d'avoir un discours apocalyptique de con, franchement, genre... Et lui, il est vraiment en mode la décadence de l'humain parce qu'on va devenir trop consanguin, quoi. Il vient du Nord, il a grandi chez les ch'tis comme moi. Que ce déclin sera dû strictement à la limitation de la Il fait quand même beaucoup de fiction. Ouais, bah pour un mec qui fait de la science-physique, c'est vrai que je l'entends beaucoup faire de science-fiction, oui. quantité de pétrole. J'en sais rien. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il prendra place. Et je le redis, à date. Alors sur le pétrole qui s'appelle conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui est le pétrole issu de roches réservoirs, hors shale oil. Putain, mais est-ce que tu peux parler sans avoir à étaler ta science 2 secondes? Et hors sable bitumineux du Canada, le maximum était en 2006 ou 2008. Si je rajoute ce qu'on appelle les condensats, et si je rajoute le shale oil et les sables bitumineux, à date, le maximum est en 2018. Et après, il y a un certain nombre de zones dans le monde pour lesquelles on sait très bien que le pic est passé et voilà, c'est bon. La mer du Nord en 2000, l'Afrique dans son ensemble en 2009, le Mexique en 2005, l'Asie à date en 2015. Je me souviens être tombé sur un papier, c'était hallucinant, il disait que si la consommation intérieure de l'Arabie Saoudite continue à croître au niveau où elle le fait aujourd'hui, il sera importateur net de pétrole en 2070. Ça n'a aucun sens. Ils ne peuvent pas puisqu'il n'y aura pas d'endroit. Il y aura pas d'endroit où en acheter. Où en acheter, parce que physiquement ailleurs, là, ça va s'épuiser. Ça, c'est un point important. Il faut bien comprendre qu'en Europe, on est tributaire non pas de la production des autres pays, mais des exportations des autres pays. Quand on regarde des pays qui ont passé leur pic, il y a un certain... Oui, non, c'est vrai que... ils nous tiennent par les couilles, hein, les pays du Sud, c'est bien connu. Hein. C'est pour ça que c'est de là que viennent toutes les plus grandes puissances impérialistes. On se rend compte que... Alors, on n'a aucun contrôle sur eux, hein, c'est vraiment... Entre le moment où ils passent leur pic de production... Alors oui, d'accord, c'est nous qui avons construit toutes les industries et c'est nos entreprises à nous, mais tranquille. Et le moment où ils cessent leurs exportations, le délai est assez court. Si je regarde l'Indonésie, par exemple, entre le moment où l'Indonésie passe son pic de production et au moment où elle arrête, et au moment où elle passe son pic de production, elle exporte encore 70% de son pétrole. Hein. Et le moment où elle devient importatrice, il s'est passé moins de quelques décennies. Si je regarde le Mexique, en 2005, quand il passe son pic, il exporte la moitié de sa production. 15 ans après, il n'exporte plus rien. Donc en fait, sa production a été divisée par 2 et il garde tout pour lui. Donc les pays exportateurs de pétrole dont nous dépendons totalement. C'est qui ce guignol? C'est un mec qui est invité sur plein de plateaux télé, qui est invité à la radio pour parler de ces trucs, genre parce qu'il fait en mode genre ouais, il est vraiment très radical sur l'écologie, tu vois, alors qu'en fait, il a aucune analyse politique, genre.
Enfin, s'il en a une, elle est éclatée. puisque la France importe 99% de son pétrole et l'Union européenne en importe 97%. Les pays producteurs de pétrole, l'analyse qu'on a faite au Shift, c'est que d'ici à 2050, leur production devrait être divisée par pas loin de 2. Ce qui veut dire que leurs exportations vont être divisées par n'importe quoi, entre 5 et 20, voire il n'y en aura plus du tout. Donc ça veut dire que la consommation de pétrole de l'Union européenne, elle va être divisée par 5 à 20, indépendamment de toute question climatique. On va avoir droit à une baisse rapide. Qu'est-ce que ça va produire comme effet si l'économie n'est pas préparée? Un appauvrissement généralisé, parce que les marchandises pourront moins facilement circuler, les gens pourront moins facilement circuler, les zones touristiques pourront moins facilement être desservies, donc les gens là-bas n'auront moins de jobs, ou ils seront plus mal payés, etc., etc. Et donc on voit bien que tout ce que je viens de Tu peux être moins vite STP? Non, faut que je sorte de ce Genjutsu. raconter évoque une contraction de l'économie. Et C'est cette juste à mettre plus rapide là. contraction de l'économie pourrait aller suffisamment vite pour qu'elle soit politiquement ingérable. Ça rappelle peut-être quelques souvenirs en matière d'actualité récente. Ce que dit également cette évolution sur le pétrole, c'est que tous les premiers ministres putatifs, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, qui s'imaginent que le jour où ils seront aux commandes, tout d'un coup ils vont avoir une solution facile à mettre en œuvre, que cet abruti de premier ministre sortant, quel qu'il soit, n'a pas trouvé, se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au plexus, parce que c'est pas du tout ça qu'ils vont faire. Ils vont trouver la situation physiquement ingérable exactement à l'identique des prédécesseurs. Et sauf à faire une décarbonation intelligente, bien pensée, et qui pose par ailleurs des tas de problèmes d'équité, de justice sociale, etc., qui sont des vrais sujets dans ce pays, en fait, la ligne de pente, c'est que... Qui possède les trucs qui polluent? Qui prend ces décisions? Qui a ce pouvoir-là? Oui, il a dit putatif. Sérieusement, genre, pourquoi il se pose pas la question, ce mec? Genre, c'est pas le gouvernement qui décide, en fait. Hein. Enfin... on va subir le contre-coup de cette Faut penser, les gens, on lui explique c'est quoi une multinationale? décrue géologique subie sur le pétrole, et puis en Europe, s'y rajoute le gaz et le charbon, la totale, et donc une contraction de l'économie habituelle. Et si on n'a rien inventé en face, bah on va juste avoir droit à un un appauvrissement généralisé, à des crises successives, et c'est pas très dur de voir quelle est l'issue politique finale d'un truc comme ça. De toute façon, ça sera le bazar. Avec en plus une incompréhension généralisée, parce que comme c'est des choses qu'on ne regarde jamais, les flux physiques de l'économie, on se contente de regarder les flux monétaires, les gens qui seront capables Bah de c'est la comprendre même chose! Tu nous as dit que c'était la même chose, donc pas de problème! vraiment, seront en toute petite quantité. Quelque part, on était intellectuellement beaucoup mieux armés au moment des chocs pétroliers. À l'époque, on avait encore des dirigeants qui sortaient de la guerre. On était encore capable de savoir ce que c'était qu'un flux physique, parce qu'on sortait de façon beaucoup plus récente d'une civilisation qui avait les pieds dedans. Avant-guerre, la moitié de la France était rurale. Dans cette rurale, le flux physique, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est qu'une production, tout le monde vivait de la production agricole, vous savez ce que c'est qu'un cours d'eau, etc. Aujourd'hui, on est dans une civilisation d'urbain, totalement déconnectée des flux qui nous font vivre. Non, c'est vrai que maintenant qu'on est une population urbanisée, c'est pour ça que qu'on est anti-écolo, quoi. Alors qu'à l'époque, on était full écologie, hein, genre... Non, mais vraiment, enfin, genre moi, je me souviens, là, quand tu regardes les livres d'histoire sur la colonisation, par exemple, c'est vraiment le respect de l'environnement qui prime, quoi. Donc, les gens qui seront capables de comprendre quelle est la cause racine Il est sur le point de comprendre la tertiarisation. Chil en est pas là encore, là, genre, il y a tellement d'autres trucs à lui expliquer entre-temps. profonde de ce marasme économique dont on a l'impression de ne pas pouvoir se débarrasser, en fait, il y en a très très peu aujourd'hui. À mon avis, en proportion, beaucoup moins qu'il y a quelques décennies. Donc, tout ça pour dire que cette décrue pétrolière, elle est susceptible d'avoir en Europe des inconvénients politiques très marqués, et ça va être une réalité dans les décennies qui viennent. Alors, sur le gaz... Ça, les usines du 19e, elles étaient clean, hein, ça rejetait que de la vapeur d'eau. Hein. on a également fait C'est une machine à vapeur. Hein. une analyse au Shift Project qui montre que, très étonnamment, depuis 2010, la production de gaz en provenance des gisements de gaz conventionnels n'augmente plus. Toute la croissance de la production de gaz depuis 2010, ça a été de shale gas. Enfin, les gisements non conventionnels. C'est marrant, même moi je savais pas ça. Bon, le chapitre sur les énergies renouvelables est beaucoup trop long et j'ai la flemme. Je sais que le mec, la plupart du temps, quand il est défendu, c'est sur ses takes sur le nucléaire, donc on va regarder ça. Du coup, on n'a pas évoqué Le nucléaire, c'est pareil. qui est- Aujourd'hui, fabriquer une centrale nucléaire sans combustible, enfin sans l'appareil industriel issu des fossiles, on ne sait pas faire, puisqu'il faut des forges, il faut des moyens de transport, il faut etc. Il n'empêche quand même qu'à l'arrivée, l'électricité nucléaire évite les émissions que sinon on aurait eu, comme les renouvelables, avec les combustibles fossiles. Et ça a un avantage, le nucléaire, qui est le même que celui des combustibles fossiles, c'est que c'est très dense. Donc la fission nucléaire est une énergie extrêmement dense. C'est la raison pour laquelle en France, on arrive à fournir quasiment toute l'électricité du pays avec 20 sites, avec 20 centrales. C'est-à-dire 20 sites où il y a des réacteurs. C'est pas beaucoup, hein. C'est toute petite surface, tout petit, etc. Tout ça parce que c'est très dense. Mais comme c'est très dense, ça veut dire que la réaction est très vigoureuse, et donc là où elle se produit, il faut bien se protéger, donc il faut mettre des grosses couches pampers autour, en acier, en béton, etc. Faire gaffe. Peut-être même un peu trop gaffe. Mais bon. Quoi? Le... Non, pas trop gaffe! Nos usines, elles sont vieillissantes, elles sont à deux doigts de craquer, genre ça va pas du tout, y a plus du tout les normes de sécurité qui sont respectées, genre ça va pas du tout, y a de moins en moins de fric qui est mis, et nos centrales, elles mériteraient d'être complètement quasiment reconstruites de zéro, genre qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, trop? Genre le ref, il veut qu'on aille... Attendez, s'il veut, genre je le prends par la main comme ça, on va tous les deux aller à Tchernobyl et je vais lui faire toucher du métal, et on va voir si c'est trop. au sens où c'est peut-être qu'on prend trop de précautions dans ce... Enfin, l'énergie nucléaire a quand même développé des exigences de sûreté qui ne sont exigées d'aucune autre industrie. C'est-à-dire, on Et encore heureux, putain, la radioactivité, mon ref! demande absolument pas à l'industrie chimique, à la conduite automobile, etc., sans parler du tabac, d'être au même niveau de précaution sur l'impact possible sur l'environnement et les populations. Le nucléaire, c'est une singularité dans le... Bah, toi qui adore la fiction, du coup, tu devrais aller jouer à Fallout New Vegas, par exemple. Bon exemple, ça, de quand l'humanité utilise le nucléaire pour tout et pour rien, ça devrait trop te faire kiffer. industriel.
Mais il n'empêche, Un petit Nuka-Cola, Jean-Claude c'est Jean-Marc quand même décarboné. Donc là, c'est pareil, tout ce qu'on arrivera à faire, c'est bon à prendre. Voilà. Mais non renouvelable sur un pas de temps assez long. On a une idée, en tout cas pour les centrales actuelles qui fonctionnent à l'uranium 235. 5, oui, alors ça, c'est un vrai sujet. Tant qu'on a 450 réacteurs dans le monde, l'uranium 235 n'est pas un problème. Mais tant qu'on a 450 réacteurs dans le monde, le nucléaire fait 10% d'une électricité qui fait 20% de la consommation d'énergie finale. Donc ça fait 2% du total. Donc en fait, en faire ou pas en faire, ça ne change pas grand-chose. Si on veut que le nucléaire représente 20 ou 25% de la consommation d'énergie finale dans le monde, ou 30 ou 50, peu importe, C'est réalisable ça? ah bah techniquement, il n'y a pas de limite, oui, il suffit de construire plein de réacteurs. Oui, bien sûr. Sauf que à ce moment, on va buter sur un problème d'uranium 235, parce que là, pour le coup, donc il faut absolument passer aux réacteurs nucléaires qui savent exploiter l'uranium 238 et le plutonium, donc à la 4e génération. Parce que sans ça, on n'est pas capable de déployer des parcs nucléaires qui sont à l'échelle du parc de centrales à charbon qu'on a aujourd'hui dans le monde. Et ça, personne ne sait faire aujourd'hui. Si, bien sûr que si, on sait faire. La France a su faire avec Phoenix et Super Phoenix. Alors Super Phoenix a été arrêté pour des raisons politiques, mais Phoenix a fonctionné pendant 30 ans au CEA sans problème. Les Russes ont un réacteur commercial. La seule fois de toute l'interview où il prononce le mot politique, c'est pour dire que Super Phoenix, c'est à cause de la politique si on n'a pas pu être suffisamment performant, quoi. On va revenir un jour sur cette histoire de Super Phoenix, là j'ai la flamme, mais il faudra revenir un jour sur tout ça. Un surgénérateur, donc même modèle que Super Phoenix, on va dire, en fonctionnement actuellement. Les Chinois sont en train d'en construire un. Alors pour le moment, c'est un. Mais si on sait en faire fonctionner un industriellement, c'est qu'on a un prototype et donc on est capable de déployer. Donc. Et avec ça, ça repousse beaucoup. Ah, les ressources en uranium, oui, on en a pour des milliers d'années derrière. Donc ça veut dire qu'on aura d'autres choses. Mais pour ça, il faudrait sans tarder, dès aujourd'hui, mettre les bouchées doubles sur la 4e génération. Ce qu'on ne fait pas. En France, on a même décidé, dans notre grande sagesse, de faire l'exact. Et alors, je pense que c'est pour ça que des gens le défendent, dans le sens où Super Phoenix, c'est un réacteur nucléaire qui fonctionne très très bien. Dans le sens où, la vérité, non, c'est pas du maxi bullshit, tu vois. Genre, c'est vrai que, genre, en Chine, ils développent des centrales nucléaires qui sont vraiment très bien, pour le coup, qui ont très très peu de chances de partir en couille, qui sont très petites, qui sont très faciles à cacher, enfin, il y a beaucoup d'avancées, tu vois, qui sont faites par rapport à ça, qui pourraient vraiment, effectivement, permettre, en fait, de se débarrasser de toutes ces usines à pétrole, d'électrifier au maximum, d'aller de l'avant par rapport à ça, tu vois. Ça, c'est un peu réel. Et effectivement, si on devait faire une politique strictement énergétique, etc. et tout, moi, je pourrais défendre un truc comme ça, tu vois. Genre, la vérité, je suis en mode, bon, pourquoi pas, tu vois. Enfin, mais non, en France, nos réacteurs sont pas si ouf que ça, hein, les gens. On a des réacteurs qui sont vieillissants, mal entretenus. Et lui, il est en mode, on en fait déjà trop, alors qu'on en fait clairement pas assez. Mais on pourrait, effectivement, pour le coup, utiliser plus d'énergie nucléaire. Genre, si vraiment, est-ce qu'il y a vraiment besoin t'es d'élu? Bah non, je suis pas d'élu, juste, genre, je sais à quoi ça... Enfin, juste l'état de nos centrales, bref. Mais... c'est des potes qui bossent là-dedans en fait, genre ta gueule. Pour le coup, je sais bien qu'il y a des problèmes en fait. Genre, c'est pas si facile que ça, hein. C'est pas juste genre oh là là, on met plein de centrales partout et puis c'est réglé, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça en fait, hein. Désolé. Mais ce que je voulais dire, c'est que, ouais, tu vois, sur le fond de ce qu'il raconte, sur la technologie vers laquelle on devrait pousser pour résoudre les problèmes énergétiques, je suis pas fondamentalement opposé, moi, à l'idée du nucléaire. Genre, je trouve que de dénucléariser, c'est un peu con. Le fait est que, genre, l'énergie nucléaire, ça pose un tas de problèmes, y compris des problèmes géopolitiques, hein, tout comme non. Hein, genre, effectivement, si on commence à bombarder tes centrales nucléaires, tu peux vite être dans la merde. On va pas se mentir. Donc, il y a quand même... 2-3 trucs à régler avant, hein. Il y a quand même 2-3 questions à se poser avant de juste dire all-in, full nucléaire, etc. Et moi je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui le défendent, ce mec. C'est que malgré son analyse pétée, à la fin il dit un truc pas complètement con, qui est que on devrait investir plus dans le nucléaire. Et ça, moi, genre, je suis pas fondamentalement opposé à cette idée-là. Inverse, ça c'est un des trucs à mettre à l'actif de notre cher président, entre autres choses. Oui, l'énergie à lui, ça lui réussit pas, pas été une réussite. Donc si on veut que le nucléaire occupe une part très significative de la production électrique pendant longtemps, il faut impérativement déployer le plus vite possible des réacteurs de 4e génération. Mais même ça, et même les renouvelables, additionnés, c'est quand même par ça que je veux finir, n'éviteront pas un phénomène... D'ailleurs, c'est un truc avec lequel je me suis plutôt opposé par rapport à la France Insoumise. Pour moi, la France Insoumise, ils jouent la carte électoraliste de les gens détestent le nucléaire depuis que le nucléaire existe, basiquement. Genre, ça a été ça dans la lutte écolo pendant méga longtemps. Genre, être anti-nucléaire, c'était la base. Et du coup, je pense que c'est juste pour ça, concrètement, ça reste là. Mais moi, je suis pas... Enfin, c'est un point sur lequel je suis pas aligné fondamentalement, tu vois. Un effort très significatif de réduction de la consommation matérielle quand on fait les calculs d'ordre de grandeur. De toute façon, on va devoir, voilà, on va devoir de toute façon avoir moins de voitures et plus légères. Ouais, on a giga peur du nucléaire. En même temps, on a raison, hein, je suis désolé, genre on a raison d'avoir peur. Par contre, on devrait quand même l'utiliser. Genre on devrait aussi avoir peur du pétrole, hein. On fait moins de mètres carrés, accepter d'aller moins loin quand on se déplace, etc. Tout ça ne veut pas dire revenir à l'âge des cavernes. Je rappelle que le Moyen-Âge était déjà considérablement plus avancé. Après, moi, ma take, ça reste la même. Genre, désolé, mais le problème, c'est pas fondamentalement
Genre, à quel point, genre, on consomme trop d'énergie. Ça, par contre, c'est un peu réel, tu vois. Genre, et c'est pas une question de. Tu peux pas définir toute la politique en entier par rapport à ça, mais c'est vrai que on consomme trop d'énergie. On consomme trop, en fait, en règle générale. On consomme trop de trucs. C'est un des problèmes du capitalisme, entre autres, tu vois. C'est pour ça que la solution politique, ça peut pas être de juste se dire, ah bon, on va compenser en donnant plus d'énergie à l'humanité. C'est complètement con. Genre, il faut réfléchir à un système dans lequel t'as peut-être moins de gens qui meurent, en fait. Genre, moins de gens qui souffrent de cette situation-là. Peut-être imaginer, je sais pas, moi, en plus de morts des particules fines que du nucléaire. Oui, bah c'est aussi parce qu'on a mis en place plein de trucs de sécurité, et tant mieux, tu vois. Je sais plus ce que je disais, désolé. Que l'âge des cavernes. On savait déjà faire énormément de choses au Moyen-Âge. Et il s'agit peut-être probablement même pas de revenir au Moyen-Âge, mais il s'agit quand même d'inventer quelque chose de différent. Mais voilà, c'est ça, parce qu'il parlait de décroissance, et moi je disais non, la décroissance c'est pas revenir au Moyen-Âge, c'est juste trouver des moyens de consommer moins d'énergie, comme ça il n'y a pas besoin d'en produire autant, bref. De ce qu'on a aujourd'hui. Et oui, en termes strictement matériels, ça veut dire qu'on aura moins de choses. Pour que la France devienne neutre en carbone d'ici à 2050, il faut tripler. Voilà, et neutre en carbone, moi c'est ça qui me saoule. Genre, c'est en fait, c'est ce mec avec son truc d'empreinte carbone, il a ramené sur la table la question de la neutralité carbone. Pour ceux qui n'étaient pas là au début du stream, j'ai déjà expliqué en long, en large et en travers pourquoi c'est des conneries. Et typiquement, son machin de neutralité carbone, c'est aussi précisément pour ça, en fait, que ce mec, je suis désolé de le dire, mais il est parfaitement compatible avec le néolibéralisme, avec le capitalisme, en fait. Genre, il y a Bouddha Bobo, enfin... Genre, c'est parce qu'en fait, le mec, il propose des solutions qui sont hyper compatibles avec, genre, le système politique, comment ça fonctionne. Qu'en fait, après, il peut se faire du blé parce qu'il fait des boîtes de conseils et qu'ensuite, il fait des trucs en mode, genre, ah bah, je vais leur expliquer comment être neutre en carbone. Tu sais, alors que l'entreprise, ça se trouve, elle continue, en fait, à flinguer les océans, à empoisonner le sol, à tuer des espèces animales, hein, mais c'est pas grave, ils sont neutres en carbone, t'inquiète. Le parc nucléaire qu'on a actuellement, doubler les éoliennes installées chaque décennie et réduire sa consommation énergétique de 40%. Bon, alors, quel autre chapitre on va avoir? Géo-ingénierie et progrès technique, l'avantage de l'Europe et de la France, la Chine, les USA, sobriété et pauvreté, les priorités, le Shift Project, se préparer, anticiper, changer la société. Écoutez, j'ai envie qu'on avance, du coup je pense que je vais skipper toute la partie internationale, on va sauter à sobriété et pauvreté. Sobriété Allez. et pauvreté. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus justement, parce que ça rebondit sur la question de la répartition des richesses? Dans ma nomenclature des économies d'énergie, parce que je suis un ingénieur, donc j'aime bien la taxonomie, j'aime bien les catégories, etc. Puis c'est comme ça que j'apprends les économies d'énergie à mes étudiants. Donc il y a 3 catégories d'économies d'énergie. Il y en a une première qui est ce qu'on appelle l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est j'ai une cafetière qui fabrique du café. Ma cafetière, j'arrive à la fabriquer en utilisant moins d'énergie, et j'arrive à la faire fonctionner en utilisant moins d'énergie. Ça, c'est dans le registre de l'efficacité. C'est-à-dire que mon objet unitaire consomme moins en ayant gardé des caractéristiques techniques voisines. Ça, c'est l'économie d'énergie que tout le monde adore, parce qu'elle ne prive pas le consommateur, et elle met au boulot les ingénieurs et les producteurs. Donc en gros, que ces abrutis industriels fassent le boulot, moi je peux rester dans mon canapé à siroter mon café, il n'y a pas de problème. La deuxième catégorie d'économie d'énergie qu'on peut avoir s'appelle la sobriété. La sobriété, c'est je bois moins de café. Donc je bois moins de café et je bois pas autre chose à la place. D'accord. Enfin, je bois pas une autre boisson chaude qui consomme encore plus d'énergie. Non, je bois moins de café. À ce moment, ma cafetière fonctionne moins souvent. Du coup, utilise moins d'électricité. Donc j'ai économisé de l'énergie. D'accord. Ça s'appelle la sobriété. Après, je parlerai de l'effet rebond parce que c'est le diable. La troisième économie, et ça je l'ai choisi. Donc la sobriété, c'est un service auquel je recours moins souvent, une consommation que je fais moins, de façon délibérée. Un autre exemple, je prenais ma bagnole pour aller au boulot à 10 km. Je décide un jour sur deux de ne pas prendre ma bagnole et de prendre un vélo. Bon, bah, si je fais ça, c'est de la sobriété. Je vais consommer 2 fois moins d'essence pour aller au boulot. Je l'ai décidé, parce que je suis très content de faire un peu de sport, parce que je trouve ça moins stressant. Oui, on est en plein colibri. Hein. Parce que je vais prendre ça tous les jours d'été quand il fait beau, je peux faire peu importe. La troisième catégorie d'économie d'énergie, c'est pas quand on ne recourt pas à un service ou à un produit en ayant choisi, c'est quand on n'y recourt plus parce qu'on n'a plus les moyens. Ouais, ça c'est comme ça qu'on finit par avoir une vieille théorie de la consommation qui sert à rien. Donc, je vais arrêter de prendre la bagnole et prendre une mobilette ou mon vélo, pas parce que j'avais envie de ne pas prendre ma bagnole, parce que j'ai plus les moyens de payer une bagnole. Voilà, ça s'appelle de la pauvreté. La pauvreté induit aussi une économie d'énergie. Les gens pauvres vivent. C'est quoi colibri? Colibri, c'est une métaphore dans l'écologie qui consiste à expliquer qu'en gros, l'écologie individuelle ne fonctionnera jamais. Quoi. Ça explique, c'est une espèce d'allégorie. Franchement, tapez colibri sur Wikipédia, enfin, ou je sais plus comment un truc par rapport à ça, mais concrètement, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand on parle de colibri, on parle d'un mec qui dit que pour résoudre les problèmes, il faudrait qu'on consomme moins tous individuellement, quoi. Dans des petits appartements. Et moi, c'est vraiment ça que je lutte. Prennent pas l'avion, achètent moins souvent de la viande, ont des petites bagnoles quand ils ont des bagnoles, donc par la force des choses, ils consomment moins d'énergie que les gens qui ont les moyens d'avoir tout ça. Mais c'est pas parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils l'ont subi. Et donc ces 3 catégories d'économie d'énergie sont de nature très différente. Donc ouais, pour lui, la consommation d'énergie dépend de comment les gens consomment. Alors que c'est pas vrai. Genre, désolé, mais au bout d'un moment, même si je me place dans son prisme à lui, même si j'essaye d'enfiler comme ça les lunettes de Jean Covici, à la fin, ça ne marche pas. Enfin... Genre, attendez. L'efficacité met l'effort sur le producteur. La sobriété est... Genre, le mec, il nous explique que l'énergie, c'est lié à comment tu consommes. Alors que non, c'est comment tu produis, en fait. Genre, ce qui pollue le plus aujourd'hui, c'est l'industrie, en fait. Genre, et les gens qui consomment ne consomment pas, genre, librement, grâce à un libre arbitre parfait, et ils font le choix mauvais de consommer trop, quoi.
Genre, c'est pas comme ça que ça marche en fait, hein. Et la pauvreté mettent l'effort sur le consommateur. L'efficacité, elle, offre la possibilité d'un effet rebond, parce qu'à partir du moment où j'utilise moins ma cafetière, qui va consommer moins d'électricité, cette électricité qui est disponible, éventuellement ça va être dur pour moi de ne pas m'en servir du tout, et donc je vais boire moins de café, mais je vais me faire plus souvent des smoothies avec un mixeur. Bon, à ce moment, j'aurais juste fait un transfert, j'aurais pas fait de la sobriété globale. Pour faire de la sobriété globale, Il est pas très bon en métaphore. en gros, il faut accepter de consommer moins Il y a pas assez de pipi. de tout, et quelque part, je veux dire un truc iconoclaste, de bazarder l'argent qu'on n'a pas utilisé. Parce que si je l'utilise pour faire autre chose, c'est pas de la sobriété globale, c'est juste un transfert. Hein, donc voilà. Alors on me dit on peut l'épargner, même savoir si on l'épargne, comment est-ce que ça augmente la consommation des autres, est un problème compliqué. Donc voilà. Mais bon, bref, mais il y a un vrai sujet avec l'efficacité, avec la sobriété, qui est pas si simple que ça. La pauvreté, il n'y a pas d'effet rebond. C'est-à-dire si je consomme moins parce que j'ai moins, je vais pas me mettre à consommer plus parce que de toute façon je n'en achète pas. Donc voilà. Et ce que je dis, c'est que pour conclure ça, c'est que dans un monde dans lequel Ok, d'accord. Et ils sont définis par quoi? Quand? Comment? Genre, d'accord, t'as fait une taxonomie, t'as fait des catégories, tu vois. Genre, le mec, il s'est dit, tiens, bas les couilles de tous les gens qui ont jamais fait des études dans l'économie ou tous les gens qui étudient la société en règle générale, je vais créer mes propres catégories. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent? Comment est-ce qu'elles apparaissent? C'est quoi ces spécificités? Genre, l'approvisionnement énergétique va être contraint à la baisse de toute façon, tout ce qu'on n'arrivera pas à faire par de l'efficacité et de la sobriété sera fait par de la pauvreté. C'est pour ça que je suis tellement c'est vrai que, et en fait, s'il y a des pauvres, c'est à cause de l'énergie. attaché aux plans qui nous permettent d'agir de façon volontaire, parce que la pire des options, c'est la pauvreté. Parce que la pauvreté, à la différence de la sobriété, comme c'est subi, on a l'impression que son destin nous échappe, et à ce moment, on se met à voter pour n'importe qui et à souhaiter n'importe quoi. Putain de merde. En fait, on n'est pas dans un système d'énergie assez optimal. Du coup, ça crée de la pauvreté et les gens votent à l'extrême droite. C'est ça sa théorie, genre. Please Avec next, l'espoir non, on va que bientôt ça va s'arrêter, venir en promis, meilleur. on va bientôt s'arrêter, j'en ai marre Donc, là. la pauvreté est le ferment de l'instabilité, et par ailleurs, c'est pas agréable, parce qu'on a l'impression d'être contraint sans l'avoir choisi. Il y a une grosse différence entre faire du vélo parce qu'on a décidé de rester en bonne santé, et faire du vélo parce qu'on n'a plus les moyens de conduire sa bagnole. Je veux dire, la première option est très bonne, la deuxième, beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que je pense que la sobriété est un antidote au populisme. Ça peut paraître très étonnant de dire ça, mais je le crois. Parce que il faut rendre le truc désirable. Alors, le rendre désirable, ça peut pas être faire du moins. Si on dit aux gens, vous avez moins de bagnole, c'est pas désirable, je te dis moins. Si tu dis aux gens, tiens, je vais vous organiser tel truc, qui fait par ailleurs, vous avez moins de bagnole, je vous dis même pas. Prenons l'exemple des parents qui aujourd'hui organisent des pédibus pour aller à l'école, ils font des pieds pour. Voilà. En fait, si on le vend souvent, les garçons sont plutôt bardés dans l'école, etc. Même si ils vont aller, etc. Ça, c'est positif. Bon, allez, je pète mon crâne. J'en ai marre, j'en peux plus. J'en ai marre. Désolé. Attendez, on va quand même aller mater la conclusion. On va quand même aller mater. En vrai, je remets en fois à fois sac et genre, on va quand même. Qu'est-ce qu'il dit dans la conclusion? Qu'est-ce qu'il nous dit dans la conclusion? Attendez, parce qu'en vrai, il parle de priorité. Si on le vend sous l'angle, c'est parce que vous êtes des abrutis si vous amenez vos gamins à l'école en voiture, c'est moins vendeur. Bon, voilà. Donc c'est la sobriété, il faut trouver la manière positive de la vendre. Si on la vend sous l'angle, c'est bien de consommer moins, c'est quand même compliqué. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. À la fin, il a une vieille théorie de la consommation et il dit aux gens qu'il faut qu'ils consomment moins. Donc en gros, à la fin, on en revient exactement au même putain de constat que Europe Écologie Les Verts ou que les économistes les plus mous de la cervelle du monde qui vont vous expliquer qu'en fait, il faudrait que les gens ils consomment moins et qu'ils fassent plus attention à comment ils consomment. Et du coup, après, voilà, en fait, parce qu'en fait, c'est comme l'offre et la demande. Il faut, usage par usage, essayer de se creuser Salut Guinan. la cervelle pour trouver des bons arguments qui font que les gens peuvent avoir envie de changer de manière de. Voilà, et là on voit que c'est un putain d'idéaliste. C'est-à-dire que lui il pense vraiment que si on a les bons arguments et que si on arrive à convaincre les bonnes personnes, en fait, c'est bon, l'écologie ça va être réglé parce qu'en fait c'est les idées qui dominent le monde, c'est les idées qui dominent la Terre, et qu'en fait si on arrive à juste savoir comment bien expliquer aux gens, juste les gens vont consommer moins, et grâce à leur sobriété individuelle de chaque personne prise une par une, on va réussir à sortir de la crise climatique. Je pète mon crâne. Genre vraiment, c'est fou de parler aussi longtemps pour dire un truc aussi gaze, aussi mou que tous les putains de militants dans l'écologie, genre, disent qu'il faut passer à autre chose. Vraiment, je pète mon crâne, en fait. Au bout d'un moment, même si tout le monde se met à consommer moins, genre, les grands industriels, ils vont juste continuer à exploiter des gens dans les putains de pays du Sud et ils vont continuer à défoncer la planète, en fait. Genre, c'est incroyable de finir par avoir cette putain de théorie où, en fait, il faut juste faire des efforts. Je vais péter mon crâne, genre. Comporter parce qu'en fait c'est l'élément positif qui domine Ça c'est ELE avec beaucoup de vernis scientifique. et l'élément négatif ils le verront même pas du coup. Enfin négatif. Le fait qu'ils changent leurs habitudes ils le verront même pas. Genre en fait vous le saviez pas mais Marine Tondelier quand elle enlève sa veste verte ça devient Jean-Marc Jancovici. Et oui c'est de la révélation de ce stream tout le monde. En vérité Marine Tondelier quand on enlève franchement faites l'expérience, prenez une photo de Marine Tondelier, croppez la veste verte et hop ça c'est Jancovici. Donc il faut les embarquer vers la sobriété. Mais Ça, le mec il est en mode il faut faire de la pédagogie, d'accord. Les gens sont trop bêtes et pas assez formés, hein. parallèle, Surtout les pauvres. j'ai envie de dire presque rendre indésirables des objets techniques, genre typiquement rendre has-been le fait de posséder un SUV. Il faut du coup que l'attention soit détournée sur autre chose.
Voilà. Alors de temps en temps, manier un peu le bâton, ça peut quand même être utile. Je veux dire, Par contre, il y a un air avec Jadot, c'est pas faux. ce qui a été fait dans Paris là, avec, sur les SUV, là, avec les tickets de stationnement qui sont d'autant plus chers que votre bagnole. Ouais, je pense qu'il est peut-être même plus proche que Jadot parce que c'est Proche. vraiment un capitaliste vert et je pense qu'il y en a rien à foutre des questions de féminisme, ce mec. Ça me fait pas pleurer. Hein. Donc de temps en temps, c'est pas mal de faire un peu ça. Mais on peut pas faire que ça. Et en fait, franchement, les femmes, elles ont quand même moins d'énergie que les hommes. J'ai pas raison, la team. Est-ce que c'est un chantier sur lequel vous réfléchissez ici au Shift Project? Et je voudrais qu'on parte Combien d'équivalents esclaves une femme, Jean-Marc? un petit peu sur quel est, si on doit un peu lister les priorités, parce que j'ai l'impression qu'il y en a tellement, on pourrait aborder, je sais pas, la restructuration du tissu urbain, la baisse de la consommation énergétique, de l'alimentation. Il y a tellement de trucs, j'ai un peu l'impression qu'on est bloqué. Ou Ce qui est ouf, c'est que il a l'air de comprendre quand même que tu vois, il y a des gens qui bénéficient du fait que la planète elle meurt. Genre, et ils captent pas que c'est majoritairement nous, dans les pays du Nord, et qu'au sein de ces pays du Nord, c'est quand même principalement des mecs blancs, bien hétéros, bien cis comme lui. Genre, tu sais, ça, ce n'est pas dans l'analyse, parce que ça concerne pas l'énergie, tout le monde. organisé, je sais pas, devant l'ampleur du problème, comme s'il y avait un 38 tonnes qui nous arrive dessus, et on est là au milieu de la route. Et Arnaud, avec qui j'ai un peu travaillé la préparation de l'interview, il me proposait une métaphore intéressante, je trouve. Il disait, on est un peu comme dans une partie d'échecs, où on se retrouve dans une situation où les joueurs sont bloqués, et en gros, il faut sacrifier des pièces pour en prendre d'autres, et avoir une position qui nous permet de gagner la partie. Attends, je vais filer sa métaphore. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, cette partie d'échecs, c'est pas la seule option. C'est pas le seul jeu. Tu peux juste arrêter de jouer aux échecs et essayer de résoudre le problème en jouant à un autre jeu. C'est quoi Genre en sortant du capitalisme. la priorité et les pions qu'on peut se permettre de perdre, même si je veux dire, ils sont essentiels, mais en vrai, c'est pas ceux-là qui vont changer Les pas trop. le cours du game, quoi. C'est une question qui est pas simple. Non. Mais en as-tu déjà eu une de questions simples? Non. Et là, vous voyez qu'on rentre dans des pensées qui, pareil, encore une fois, je suis désolé, mais c'est une voie qui peut assez facilement vous emmener vers de la pensée putain d'éco-fasciste, quoi. Parce que du coup, t'es en mode genre, d'accord, qui sont les gens qu'on va sacrifier? Et tu finis littéralement... Ouais, c'est littéralement genre une dérive éco-fasciste, les gens, je suis désolé, genre. Est-ce que dans une seule cervelle, il peut rentrer la totalité des choses à faire? La réponse est non. Donc au Shift Project, déjà, on n'est pas 1, on est 30. Et ensuite, on ne va pas demander à chacune des 30 personnes d'avoir la totalité du plan en tête. Donc la façon dont on fonctionne, c'est... En fait, il faudrait une petite élite de scientifiques, en fait, qui soient tous extrêmement bien formés et informés sur tous les sujets. Comme ça, en fait, après, on leur donne les rênes de la société et c'est eux qui dirigent, en fait, vous voyez. Genre, en fait, lui, c'est un ingénieur et il pense que c'est les ingénieurs qui devraient gouverner, mais ça n'a rien à voir avec, son taf ou quoi, hein, non. C'est parce qu'en fait, ce serait plus logique qu'il y ait, genre, je sais pas, une petite élite, comme ça, qui, en fait, posséderait tout le savoir et que grâce à eux, en fait, on les laisse nous guider. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, on va prendre le problème par bout. Donc un tel va s'occuper de la mobilité quotidienne, une telle va s'occuper de la mobilité longue distance, qui n'a pas les mêmes déterminants, parce que la mobilité quotidienne ou mobilité contrainte, c'est boulot, course, école, amis, loisirs. La mobilité longue distance, à 90%, c'est vacances. Enfin, loisirs. D'accord, c'est très simple, donc c'est pas les mêmes déterminants. Alors que le domicile travail, c'est un tiers, c'est la moitié de la mobilité quotidenne. Un autre va s'occuper du textile, un autre va s'occuper de l'industrie lourde, un autre va s'occuper de la santé, un autre... C'est pas ce qu'il prétend, oui, je sais que c'est pas ce qu'il prétend, mais ça me saoule. va s'occuper de la culture, un ou une va s'occuper du logement, un ou une... D'accord, c'est comme ça qu'on va faire. Et chaque personne qui va s'emparer Pour moi, ça nourrit aussi l'idée que les trucs de l'écologie, c'est trop compliqué, en fait, et qu'il faut des experts. Sauf que bah non, en fait. Genre, tu peux vraiment expliquer les choses de façon pas trop compliquée. Moi, je suis d'accord qu'il faut des experts pour étudier les trucs. Mais au bout d'un moment, genre, tu peux expliquer aux gens, en fait. C'est juste que ce mec en est incapable, c'est tout. va avoir à sa charge... Genre, vous avez compris si je vous avais pas expliqué, vous aurez compris quoi que ce soit. Et dans son secteur, comment est-ce qu'on peut faire progresser? Franchement, les 20 premières minutes, elles sont habitables. Genre, si t'as pas fait, genre, bac plus 5 en sciences. Et on vérifie que la progression dans son secteur ne préempte pas des ressources qui sont nécessaires à d'autres secteurs pour avancer eux-mêmes. Et donc on a également un chantier transverse ici, qui pour le moment a un nom de code totalement habitable, parce qu'il s'appelle Strobe, c'est notre nom de code à nous, et dont en termes, j'ai envie de dire, plus élaborés, on appelle ça un bouclage. C'est-à-dire, c'est vérifier que quand on regarde toutes les ressources qui sont demandées par chaque secteur pour pouvoir avancer, la totalité de ces ressources, ça fait bien ce qu'on peut raisonnablement espérer avoir en provenance de l'environnement. Et pas 4 fois ça. Exemple de la biomasse, le transport aérien on voudrait pour faire des carburants dits durables, le transport routier on voudrait pour faire des agrocarburants, les gens en voudraient pour manger, les animaux en voudraient pour manger, on en veut pour faire de la biodiversité, c'est-à-dire en fait pas toucher à rien, les énergéticiens en veulent pour faire des chaudières à bois, les agriculteurs en veulent pour faire du biogaz. Non mais même, genre, il a même pas une bonne vision de c'est quoi l'écologie, quoi. Genre, pour lui, genre, préserver la biodiversité, ça veut dire toucher à rien. Donc c'est-à-dire que pour lui, dans sa vision des choses, quoi, il y a la nature et la culture, il est bloqué là, genre. Bon bref, et est-ce que si on empile tout ça, on tombe bien sur la quantité de biomasse qu'on peut avoir en France avec la photosynthèse? Et si la réponse c'est qu'on tombe sur 4 fois ça, et j'ai encore oublié les constructeurs qui veulent du bois pour faire de la construction, enfin bref, et ben c'est que ça boucle pas. Et à ce moment, chacun doit revoir sa copie pour que dans le plan imaginé, la quantité de biomasse demandée par un secteur donné soit compatible avec les possibilités globales de biomasse qu'on peut avoir dans le pays. Alors l'exemple que je viens de prendre là, on peut le répéter sur toutes les ressources physiques. On peut le répéter sur
Et même pareil, c'est pas comme ça qu'on utilise la biomasse, hein. Le cuivre, on peut le répéter sur les mètres carrés de sol, on peut le répéter sur les poissons, on peut le répéter sur l'électricité d'origine renouvelable, on peut faire toutes les ressources physiques, on peut répéter l'exercice. Et on peut également répéter cet exercice sur les compétences. Parce que quand on regarde la quantité de gens dont on a besoin pour en même temps isoler les logements, fabriquer les voitures électriques, fabriquer les pistes cyclables, transformer l'agriculture, etc., là c'est pareil, on tombe sur des Franchement, Marc, c'est 10 fois plus simple à comprendre. En plus, millions de gens qu'on n'a pas aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi ici un chantier sur comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens qui vont nous succéder demain, ils feront pas youtubeurs et consultants à la noix, mais ils feront agriculteurs. alors déjà, je t'emmerde. Premièrement, et ensuite, genre oui, là tu captes un petit peu que peut-être que toi, en équivalent esclave, tu produis pas beaucoup de choses, quoi. Plombiers, voilà, parce que des consultants, il y en aura besoin de moins, et d'autres trucs qui seront utiles. C'est ça, ce sur quoi on travaille ici, et on ne demande à personne, pas même à l'ensemblier du système, d'avoir la En fait, totalité. on va pas oui, les consultants, mais en fait, on va pas sauver la terre en faisant du consulting, hein. Moi, c'est ça qui me. Et oui, les consultants, parce que les gens, tous ces concepts, à la fin, ça lui permet de créer un institut qui lui sert à donner des conseils aux entreprises, en fait. Genre, toute sa pensée à ce mec, in fine, ça lui sert à faire du blé en expliquant aux entreprises comment être neutre en carbone, ce qui ne va rien changer à la crise écologique, en fait. Détails de chaque secteur dans sa tête. Personne ne fait ça. De même que dans une entreprise ou une organisation aujourd'hui, il y a une division du travail et il y a une division des connaissances. Alors, il y a toujours des points Oui, c'est un de constant raccrochage. marketing. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient capables de se parler et donc ils aient suffisamment de connaissances en commun pour qu'ils puissent se parler. Il faut que les gens qui dirigent, ils aient suffisamment d'échantillonnage de ce qui se passe à l'étage en dessous pour être capable de voir que le truc d'ensemble flotte ou pas. Mais personne n'a la totalité de la réponse dans sa tête. C'est juste pas possible. Je veux dire, voilà. Donc, mais on s'organise pour que ce soit pas nécessaire. Il y a quelques mois, vous avez fait une levée de fonds. Vous avez réussi à lever 4,5 millions. L'ambition Putain. derrière ça, c'est d'aller peser pour les prochaines élections. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre concrètement? C'est un travail de lobby, c'est Je vais faire une réponse honnête et ensuite C'est le terrain de EELV, c'est ça? une réponse pragmatique. Ça donne une bonne conscience au patron? Bah, un peu, ouais. La réponse honnête, c'est que vraisemblablement, on ne va pas influer de façon significative le cours de la prochaine élection présidentielle, qui va se jouer sur des déterminants qui nous échappent complètement, l'esprit de revanche de Oui, parce que vous ne comprenez absolument rien à la politique. tel politicien ou politicienne démago et bien en vue, le meurtre crapuleux impliquant un étranger de la veille, et qu'est-ce que je sais, enfin, c'est pas ça que c'est. Mais c'est pas grave, on va quand même faire un truc très utile. Après, on va faire un truc très utile. La société telle qu'elle est partie va buter sur des crises. La crise, c'est un moment où on se remet en question. Et c'est le moment où on est susceptible éventuellement de prendre une direction qui est différente de la précédente. On l'a vu au moment du Covid, il y a eu l'espoir que... Alors il y a quelques évolutions Est-ce que c'est un accélérationniste? sur lesquelles effectivement, par exemple le télétravail, il y a eu le vélo, etc. Donc il y a quelques pratiques sur lesquelles le Covid a vraiment été un accélérateur ou un réorienteur. Est-ce que la prochaine élection présidentielle va être l'occasion d'une crise? Je ne le pense pas. On va voter, on va élire quelqu'un ou quelqu'une, whatever. Bah, peut-être pas pour toi, oui, effectivement, vu qu'encore une fois, tu es un mec blanc, cis et hétéro, mais bon, moi, c'est un peu mon existence qui se joue quand même là. Par contre, est-ce que la société française, dans les 10 ans qui viennent, va faire l'économie d'une crise? Je ne le crois pas. Et donc, alors, on ne peut pas dire, nous, on se prépare pour une crise intemporelle. Ça n'existe pas, c'est pas vendeur. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus vendeur de dire, donc c'est une réponse honnête, mais après je te donnerai la réponse pragmatique, de dire, on fait comme si Oui, et puis les riches aussi, bien sûr. notre travail allait influer sur l'élection présidentielle dans 2 ans, et c'est dans ce calendrier qu'on s'installe. Et du reste, ça a plein de vertus, parce que ça nous oblige, nous, à délivrer en temps et heure, et puis par ailleurs, ça va nous permettre de profiter d'une fenêtre de tir médiatique, parce que dans notre pays, l'élection présidentielle, c'est quand même le moment où on débat des grandes orientations pour l'avenir, donc c'est quand même le moment où on a accès à des tas de fenêtres médiatiques auxquelles on n'aurait pas accès à d'autres moments, donc c'est quand même très bien pour nous, pour faire connaître ce travail, pour avoir l'occasion d'en parler, etc., que ça sorte à ce moment-là. Maintenant, la réponse pragmatique, parce que là, du coup, tous les gens qui ont donné dans les 4,5 millions pourraient dire, non, mais il est en train de nous dire que notre truc va servir à rien, non, mais il se fout de notre gueule, rendez l'argent. Bon. Donc non, on va pas du tout rendre l'argent, on va quand même faire un truc très utile, parce que ce qu'on prépare en fait, nous, c'est le plan d'évacuation. S'il rend l'argent. En cas d'incendie. Le plan d'évacuation en cas d'incendie, on le fait pas au moment où le feu se déclare. Il faut le faire, il faut l'avoir fait avant. Donc notre plan de transformation de l'économie française, il est essentiel qu'il soit prêt pour le moment où une crise va faire en sorte que quelqu'un va se dire ah bah merde, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ouvre les tirs. Ah tiens, il y a ce truc là, tiens, je vais peut-être regarder. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on aura des ouvertures. Et ce moment-là va arriver de façon absolument certaine. Mais est-ce que ça va coïncider avec les 2 ans de Non, ça peut arriver avant, après. Bon. Donc oui, ce qu'on fait est fondamentalement utile parce qu'on est en train de dessiner la façon dont on pourrait s'organiser dans un avenir qui va être Ces gens-là vont nous proposer des solutions politiques et économiques, hein. l'avenir qu'on va physiquement avoir avec nous. Donc oui, Alors que pour eux, je rappelle que l'argent, c'est l'énergie, c'est pareil. c'est utile et essentiel. Maintenant, est-ce que Qui font des analyses en équivalent esclave, ils parlent de l'empreinte carbone, mais bon, on peut leur faire confiance, hein, bien sûr. en disant on se cale sur le calendrier électoral de la présidentielle, on se cale effectivement sur le moment où ce travail va être le plus utile? Non, mais c'est pas grave. Parce que, encore une fois, personne d'autre que nous ne le fait, ce travail. Et mon sentiment, c'est qu'il est important. Ah vraiment, ouais, personne d'autre que vous, genre le GIEC n'existe pas. Le dernier point, c'est que tant que nous vivrons en démocratie, Puis même le GIEC, c'est hyper critiquable en plus. et j'espère mourir dans ce genre de système, même s'il a plein de défauts, parce qu'on m'a accusé parfois d'être admirateur du système totalitaire chinois. Non, j'aime beaucoup la démocratie et je fais mienne la maxime churchillienne qui est que c'est le plus imparfait des systèmes, Il a dit non, non, je suis pas autoritaire, t'es caté Churchill. à l'exception de tous les autres. Donc c'est pas parce que on a envie, enfin je veux dire, c'est pas parce qu'on critique. Pff, le naufrage, mais alors. Ouah, non mais. Ah, et ça, c'est prétend lutter contre l'extrême droite, hein.
on n'a pas envie de le garder. On a envie éventuellement de le faire progresser ou de le changer, mais pas de le garder. Donc tant qu'on vivra en démocratie, la démocratie est un système remontant. Et on le voit bien du reste en ce moment. La démocratie est un système remontant. Allez, On est en train d'atteindre des summums de démagogie où les politiques ne se considèrent pas comme devant avoir une il va pas dire ce que c'est. Hein. vision, ils se considèrent comme dépositaires de l'exécution testamentaire de leurs électeurs. D'accord ? C'est le paroxysme en ce moment. Ils sont incapables de se comporter comme des adultes responsables. Quoi. Ils sont tous tétanisés. Et si je fais ça, je vais rater la prochaine alliance électorale. Donc dans ce système remontant, ce qui est essentiel, c'est de travailler la société civile. Alors au Shift Project, on est 30, même en comptant les shifters, on est 10 000, enfin en ordre de grandeur, hein, 15 000. Les shifters, c'est les gens qu'on donnait. On n'a pas les moyens de s'adresser en direct à chaque Française et chaque Français dans son arrière-cuisine. Hein, pour ça, il faudrait qu'on soit 1 million et on n'est pas 1 million. Bah, désolé les shifters, hein, je vais vous avouer quelque chose. C'est un immense scam. Voilà, genre vous vous êtes fait niquer. Je suis désolé, hein, mais je pense que vous pensiez bien faire. Hein. Mais bah, tant pis. Si vous avez le même somme que les gens qui ont donné pour comment ça s'appelle là, le truc, l'esprit critique là. Ce qui veut dire C'est vrai, ça me fait un peu penser à ça. que la seule manière qu'on ait d'influer sur le cours des choses, c'est de s'adresser aux corps constitués et aux décideurs des corps constitués, qui eux ont de la prise à la fois vers le bas, parce qu'ils ont eux le dialogue avec des gens qu'ils représentent, ou qui, etc. Faire un chef d'entreprise, il a quotidiennement le dialogue avec ses salariés. S'il est patron de PME, ben, en fait, Non, il connaît pas le monde de. Enfin, genre, non, désolé, genre, non, enfin. il a 50 ou 100 salariés, il les croise quasiment tous les jours, enfin pas tous les jours, mais presque. Et puis, sauf exception, le patron d'une boîte de 100 personnes, tous ses collaborateurs le considèrent pas comme le dernier des crétins. Oh, je vais le foutre dans les startups les plus toxiques de l'histoire, il va voir. Hein. En général, il y a quand même un lien de confiance. Hein. Donc si je convainc lui, je convainc 80 personnes derrière, j'ai envie de dire. Voilà. Donc Les shifters, je crois que c'est les gens qui ont donné pour son projet. la tactique du Shift Project, c'est celle-là, c'est de s'adresser, alors là, c'est pas au patron en direct, mais c'est plutôt à des corps constitués, donc aux décideurs du monde économique, du monde syndical, du monde académique, enfin, peut-être l'ensemble du monde académique, aux dirigeants du monde associatif, etc. Donc quand on travaille, là par exemple, dans le monde agricole, eh ben, on a discuté avec tous les organismes dits représentatifs du monde agricole. Vous avez donné 4 millions de balles à un mec qui explique au patron comment être neutre en carbone, quoi. J'espère que vous avez pas trop le seum. Hein. Avec les chambres d'agriculture, avec les vétérinaires, C'est un patron, quoi. Ouais, bah oui. etc. Plus avec un certain nombre d'individus en direct. Et ce qui est important pour nous, c'est de Décideur. faire des alliés dans ce monde-là. C'est-à-dire que dans le cadre du travail qu'on va faire sur le sujet qui les concerne, ils se mettent à avoir suffisamment d'estime pour notre façon d'avancer, pour qu'on noue un dialogue de qualité, et que derrière, ils reprennent à leur compte une partie du travail auquel, incidemment, ils auront contribué. Donc c'est ça notre objectif, c'est de se rendre. Je n'arrive plus à arrêter d'entendre. En fait, c'est un long flux de paroles incessant. Je suis plus concentré là, les gens. Suffisamment utile auprès d'un certain nombre de secteurs pris un par un, pour que derrière on ait des alliés et des gens qui reprennent à leur compte au sein du secteur et qui ensuite vont porter la chose, qui aura été conçue, comme je le disais tout à l'heure, en articulation avec ce que doivent faire les autres. Et on espère que si on a suffisamment de gens dans la société civile qui rejoignent la façon qu'on a de voir les choses, à un moment ou à un autre, ça finira par se traduire dans l'action politique. Eh ben, c'est pas mal d'hypothèses hein, quand même, qui sont pas tout à fait vérifiées pour ton projet de con. Hein. Mais après ça, j'ai l'impression que c'est un peu une de ses spécialités, quoi. Le mec, il s'en fiche un peu, tu vois, si c'est pas tout à fait exact ces différentes estimations, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est en mode genre, oui, bon, l'être humain, on va dire que c'est un cube de chair, voilà. Comme ça, c'est comme ça que je vais le mettre dans ma simulation. Ensuite, genre, il n'y a vraiment aucune analyse politique de A à Z. Il fait que des espèces d'hypothèses basées basiquement sur son cul, en fait. Parce qu'il a aucune analyse politique. Parce que le ref, il est en mode, véritablement, genre, si je convainc suffisamment de gens, parce que la loi de l'offre et de la demande politique, je sais pas quoi, va changer, en fait. Et du coup, c'est bon, ça va se théoriser, ça va se traduire, en fait, genre, dans le reste du monde politique, hein, bien sûr. Oui, tout à fait, c'est ça. Ah oui. Ça, si on néglige les frottements de... c'est ça. Alors, le mec, il fait quand même des hypothèses de travail qui sont assez folles, hein, sans vouloir... Enfin, genre vraiment, c'est bien connu que les changements dans la société, ils sont toujours venus d'un groupe de 30 personnes qui en fait ont établi une super théorie et ils ont réussi à convaincre l'ensemble des gens et du coup la société elle a changé comme ça, bien sûr, hein, bien sûr. Il est fan de Hegel, ce mec, je pense. C'est une entreprise de longue haleine. Ça suppose aussi qu'il faut changer le logiciel interne des élus, ça prend une génération. Enfin, Admettons que la prise de conscience, elle infuse bien dans la société. À quoi ça ressemble une uchronie positive dans une décennie et, disons, dans un pas de temps de Uchronie positive, tu peux aussi appeler ça une utopie. Hein. 50 ans je ne suis pas capable de répondre à cette question parce que c'est Même sur une décennie c'est une variante de la question tout à l'heure qui est à quoi ça ressemble un monde à plus de degrés. Je comprends très bien qu'il y a des charges, sauf qu'il y a tellement de possibilités physiquement réalistes différentes que je ne sais pas répondre à cette question. Je sais répondre à la question qui est dans quel sens est-ce qu'il faut pousser aujourd'hui. Mais où est-ce qu'on arrivera dans 10 ans
Je suis pas capable de répondre à cette question. Parce qu'une partie des choses, on va les découvrir en marchant. Non, là- Dans ce monde, dans cette uchronie positive, là, à quoi ressemble la diplomatie et la géopolitique française? Moi, je sais pas répondre à cette question aujourd'hui. C'est un full moraliste qui cherche à changer les gens pour changer les systèmes. Ça sert à rien. Rien. À quoi ressemblent les rapports Je sociaux? sens tellement qu'il kiffe s'écouter parler. Non, mais c'est ça. En fait, ça, tu mélanges un mec qui a vraiment une confiance en lui absolument extraordinaire, qui utilise beaucoup de mots compliqués, et du coup, les gens sont en mode waouh, il a sûrement raison. Et c'est ça, en fait, Jean-Marc Jancovici. Enfin, est-ce que j'ai grand chose de plus à dire que ça, à part que c'est juste une immense fraude? Enfin, je sais pas quoi dire, les gens. Hein. Genre, moi je veux bien croire que tu vois, genre, il est bossé avec des scientifiques, et qu'il y a des scientifiques même à l'intérieur de son institut et tout qui sont de très bonne volonté et qui font vraiment en fait du travail qui permet d'avoir des analyses qui permettent concrètement de mieux comprendre ce qui se passe à l'échelle de l'écologie. Mais en fait, genre, enfin, c'est pas une solution politique. Enfin, genre, on en est encore aux mecs qui pensent pouvoir résoudre le problème en restant genre au-dessus des partis, au-dessus de la question de la démocratie. Et la vérité, je vous ai parlé tout du long d'écofascisme, et genre, peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça abusé. Vraiment, je suis sûr et certaine qu'il y a des gens qui vont trouver ça abusé. Alors déjà, avant de trouver ça abusé, allez regarder ce que j'ai déjà dit sur l'écofascisme pour comprendre pourquoi est-ce que il n'y a pas un truc qui est genre écofasciste, et ensuite, où ça ne l'est pas, où ça l'est, point barre. C'est quand même il y a une notion un petit peu de quantité, de pourcentage. Voilà, les ingénieurs, vous avez bien kiffé ça, le pourcentage, bon kiff, quoi. La vérité, tu vois, c'est que il est hyper autoritaire. Enfin, ça se voit que le ref, il a un mépris profond pour la démocratie. Genre, lorsqu'il a parlé de parallèle de Guez et tout, machin, avec Churchill et tout, ça se voit, en fait. Ça se voit que le mec, il est en mode, genre, ah là là, en fait, c'est parce que les politiques, ils pensent à leur petite carrière. Et en fait, il a une espèce d'analyse un peu Guez de comment fonctionne le système politique et de comment fonctionne la politique, en fait, en règle générale. Où pour lui, au final, tout ça, c'est juste sous-tendu, en fait, par une analyse qui est purement énergétique, où en fait on peut expliquer à peu près tout et rien par rapport à l'énergie. Je me dis, le gars, il serait capable de vous expliquer la Révolution française par un problème d'énergie. Genre, je suis sûr que si tu poses la question à Jean-Marc Jancovici par rapport à la putain de Révolution française, le rush va te dire qu'en fait, c'est parce qu'il y a un volcan qui a explosé, en fait, et que ce volcan, du coup, il fait que, du coup, eh ben, on a moins pu facilement cultiver la terre. Et donc, en fait, on a moins pu facilement, genre, faire de l'énergie, et donc ça a créé un régime de pauvreté. Et en fait, dans ce régime de pauvreté, en fait, ça a créé une crise qui a fait que, du coup, les gens, ils ont fait la révolution. Et c'est pour ça que la révolution est arrivée, en fait, c'est à cause de l'énergie. Genre vraiment, je suis sûr que ce mec, il a ce genre d'analyse. Il me fatigue. Mais oui, il se croit révolutionnaire en plus, mais genre vraiment, enfin, non seulement ça sert à rien, mais en plus de ça, ça dirige les gens vers de mauvaises solutions, quoi. Parce que du coup, à la fin, on a vraiment l'impression que oui, l'écologie, concrètement, c'est juste genre faire la morale aux gens. C'est faire de la pédagogie, parce que nous, on comprend tellement mieux que les autres, genre. Enfin, je suis désolé, mais ça me fascine autant que ça me fatigue. Genre, il y a vraiment un côté où il est tellement déconnecté, tout en prétendant, genre, incarner la science, tout en étant d'un mépris total pour toutes les sciences humaines, en pensant que son explication, genre, qu'il a sorti de son cul, elle vaut mieux que tout le monde, alors qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça depuis littéralement des siècles avant lui, quoi, et qui arrivent comme ça avec son gros cerveau d'ingénieur en mode non, mais moi, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait, en fait. La société, c'est un système fermé, non linéaire, asservi, d'accord? On va tout expliquer à partir de ça. Je pète mon crâne, ça sert à rien. Et en plus de ça, oui, désolé, mais ça se voit au bout d'un moment que c'est le début d'une dérive écofasciste. Ça se voit, en fait. Quand t'as un minimum de formation sur le sujet, tu t'en rends compte, mais genre minute 1, en fait. Et c'est vraiment pas comme ça qu'on va réussir à régler les problèmes. Je suis désolé. Mais au bout d'un moment, si on veut résoudre les problèmes de l'écologie, c'est pas en faisant plus de pédagogie. Ou alors si, à la limite, il faut faire un petit peu de pédagogie. Mais bon, la pédagogie, selon une personne assez précise. Est-ce que tu as déjà entendu parler, genre vraiment, mais à tout hasard, hein, vraiment à tout hasard, de la rééducation par le travail, Jean-Marc? Ça pourrait t'intéresser, ça? Genre, pour vraiment faire de la pédagogie, est-ce que ça pourrait pas être une bonne idée, par exemple, de prendre des gens comme ce gars-là, tu vois, qui clairement n'arrivent pas, en fait, à avoir un discours cohérent sur...